Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon ce soir, comment dire, il était comment ce match Espagne-Portugal? On s'attendait à beaucoup et je pense les copains, voilà, je vois déjà un message de LOS qui nous dit j'attendais beaucoup plus. Beaucoup plus de Yamal et Amine DZ qui nous dit 122 points et bien joué le 1-0, c'était le score du soir. Voilà, déjà les copains ont commencé un peu à en parler. On peut être un peu sur notre fin. Si on est très honnête, on peut rester un peu sur notre fin. Le match n'était pas mauvais, hein. Attention, c'était pas une purge, on n'était pas face à une purge. Mais c'est vrai que ça a manqué un peu de folie. Ça a manqué un peu de folie pendant cette rencontre. Et oui, bien sûr, il y a eu cette toute fin de match avec le but de Merino, mais on n'a pas eu cette adrénaline qu'on a eu. Alors déjà hier soir en pleine nuit, Mexique-Angleterre, mais même hier sur le Brésil-Norvège, on avait ce côté un peu incertitude, mais avec quand même des équipes qui prennent des risques. Là, ce soir, c'était plus tactique. Mais c'était intéressant, hein. C'était intéressant à voir, qu'on se trompe pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire que c'était une purge, hein, loin de là. Mais on pouvait s'attendre à beaucoup plus, je pense, vu les joueurs alignés sur la pelouse. Et on peut rester un peu sur notre fin, comme j'ai dit. Bon, voilà. C'est pour, on va dire, un peu la présentation, un peu de ce match. Maintenant, il y a des choses à dire, hein. Et puis, il y a beaucoup d'enseignements à tirer, les copains. Même si là, on est que quelques minutes après la fin du match. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Donc, comme d'habitude, les copains, faites comme LOS et Amine, allez-y, hein. Vous pouvez commenter, liker, partager. Faites le débat avec moi, c'est toujours plus sympa. Comme je dis, maintenant, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, hein. N'hésitez pas, donnez-nous du soutien, du like, du commentaire, du partage et un petit abonnement. Alors là, c'est encore plus génial. Donc, allez-y, les copains. On a besoin de vous. Ça peut aussi dépendre de vous si on peut proposer encore plus de contenu. On vous fait confiance. Merci à l'Ouest qui nous dit de liker, les gars. Merci, mon copain. Bon, alors, il va falloir se le dire, hein. Est-ce que ce soir, la Roja, que c'est un petit peu flou, est-ce que là, ça va être mieux? Normalement, ça devrait être mieux. Voilà, c'est parfait. La Roja, ce soir, les copains, ils signent le clap de fin, hein, de nos amis portugais. Et puis, bon, c'est nos amis portugais, et puis c'est surtout un de nos copains portugais. Parce qu'on va être obligé d'en parler, hein, les copains. Ce soir, c'est pas juste un match qui se termine avec
avec une élimination simple du Portugal. C'est une élimination du Portugal en 8e de finale, avec Cristiano Ronaldo qui dispute normalement et logiquement sa dernière Coupe du Monde. C'est pas une simple élimination du Portugal. Et on l'avait dit tout à l'heure en preview, on en avait parlé, on avait expliqué que le destin de pas mal de Portugais sur ce match-là pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et bah oui, voilà, quelques heures après, on a le verdict et il y a certains joueurs, certaines personnes dans le staff, pour pas nommer directement l'entraîneur, qui vont avoir, je pense, je sais pas si c'est des comptes à régler, je sais pas si c'est des comptes à rendre, je sais pas si, mais en tout cas, il y a, je pense, on est à l'arrivée, on est au bout de ce Portugal version Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo en pointe. Je pense qu'on arrive au bout. Maintenant, je l'avais dit tout à l'heure et je vais le redire là, la composition, elle a rien de déconnant. Hein. Elle a rien de déconnant. Juste Vega, moi, pour le coup, j'ai jamais accroché dans ce mondial à côté de Ruben Diaz. J'ai pas accroché, mais en soi, c'était un choix normal de le remettre. Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, bah oui. Il n'y a aucune raison de changer ça. Par contre, Joao Félix, c'était un peu ce que je pressentais. De toute façon, je pense qu'on était beaucoup à pressentir ça. C'est-à-dire que pourquoi, dans ce type de match, tu fais confiance à Joao Félix? Pour moi, c'est une connerie. C'est une connerie. Donc après, c'est pas une connerie en le sens où c'est une dinguerie qui porte 100% de responsabilité Roberto Martinez. Il avait joué en début de saison, en début de compétition. Il est, on va dire, avec une vraie complicité avec Cristiano. Oh, ok, ça pouvait se tenter, mais là, ce soir, les copains, je peux vous mentir. Hein. Cristiano Ronaldo, c'est une chose, mais alors, jouer au Félix, faudra m'expliquer. Hein. Et je vais même aller plus loin, même ce joueur, faudra m'expliquer. Vraiment, la carrière, les choix de club, l'enchaînement, la hype qu'il continue d'avoir, franchement, c'est extraordinaire. Tonton Georges, il est fort. Vraiment, tonton Georges Mendes, il est vraiment super fort. Parce que année après année, continuer de nous expliquer que Joao Félix, c'est une petite merveille. Alors oui, on a tous en tête 2-3 buts très très jolis de Joao Félix avec du toucher de balle, avec tout ça. Il y a aucun problème. Les highlights, ils sont géniaux. Franchement, les skills, ils sont parfaits. Par contre, sur la continuité pendant 90 minutes, pendant une compétition, pendant un championnat, pendant une compétition européenne, je suis désolé, mais c'est trop insuffisant. Je suis désolé, hein, Joao Félix, pour moi, ça fait un moment que je suis descendu du train et c'est pas cette Coupe du Monde qui m'a fait remonter dedans, très très clairement. Donc voilà, sur le papier, il y avait Vega. Je considère pas que c'est une erreur parce que c'était un choix depuis le départ. Donc, après tout, c'est le choix du coach, donc rien à dire. Mais Joao Félix, pour moi, c'est une connerie, sachant que Leao, sur le dernier match contre la Croatie, pour moi, son match est bon. Et c'est pas parce que j'aime bien le joueur ou que j'aime surtout le club dans lequel il évolue. Rien à voir. Hein. Vraiment, son match contre la Croatie, pour moi, il est bon. Il est à l'origine du but de Gonzalo Ramos avec le centre. Il tape la barre. Il déstabilise à plein de moments. Alors, je vous dis pas que son match était parfait. Hein. Mais pour moi, c'était dans la logique de le remettre là ce soir titulaire. Je pige pas. Je pige pas. Et en plus, quand on voit le match réalisé par notre ami Joao Félix, il n'y a pas de quoi vraiment s'ambiancer en se disant que oui, c'était la bonne idée. Vraiment, voilà. Et du côté espagnol, moi, c'était ce qui m'avait séduit. Je vous l'avais dit dans la preview, et c'est pour ça. Je vais pas faire le malin, mais il y a des fois où on se trompe, mais il y a des moments où on voit juste. Moi, j'avais mis la victoire de l'Espagne 2-1. J'étais parti sur un 2-1 en 90 minutes. J'avais le bon écart, le bon vainqueur, mais j'avais pas le bon score. Mais moi, ce qui m'avait séduit dans cette équipe espagnole, c'est justement cette continuité. Ce qu'on n'a pas depuis le départ avec
avec Roberto Martinez, où tu sens qu'il tâtonne, où tu sens qu'il n'a pas trouvé la bonne formule. Et en face, tu as une sélection qui, ici, là, pour le coup, elle a trouvé ses hommes forts, elle a trouvé son 11, elle a trouvé son style de jeu. Ça, c'est très important pour moi. Elle a défini son style de jeu. Et en définissant son style de jeu, et avec des joueurs en plus qui sont en accord, hein. Donc, c'est-à-dire des joueurs qui sont vraiment à bloc derrière la philosophie de jeu et par le projet de jeu lancé par le staff. Voilà, moi, ça me paraissait plus cohérent pour jouer ce huitième de finale. Maintenant, c'était un match coup près, et il peut se passer plein de choses dans un match coup près. Donc voilà, et si on regarde un peu la première mi-temps, comment s'est déroulée un peu la première mi-temps, oui, assez logiquement, l'Espagne a la possession. Maintenant, c'est pas une possession dingue hein, pendant la première mi-temps. Pendant la première mi-temps, on est sur un 55-45. Donc, on n'est pas sur une Roja qui monopolise le ballon et qui fait tout le temps courir le Portugal. Le Portugal arrive quand même à mettre le pied un peu sur le ballon. On sent une maîtrise plus espagnole, mais voilà, il y a des occasions, mais ça manque encore une fois, et ça va même aller pour le bilan du match, ça manque d'étincelles. Il manque un petit quelque chose. Et je pense que dans ce type de match-là, oui, ce qui peut débloquer, et c'est assez logique, hein, ce que je vais vous dire, c'est le but. Si là, tu as un but dans les 20-25 premières, je pense que le match prend une autre tournure. C'est assez fou, c'est assez logique, hein, évident ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que si les Portugais ou les Espagnols viennent à ouvrir le score rapidement, on se retrouve avec une configuration de match qui est différente, qui est vraiment différente. Là, je leur partage, les stats le montrent bien, ça s'est craint, ça s'est vachement craint pendant cette rencontre. Maintenant, malgré cette crainte et l'idée de pas trop se découvrir et laisser, on va dire, les autres, l'adversaire prendre le dessus sur soi, ouais, ça a joué un peu avec le frein à main. Et cette première mi-temps, pour moi, elle est un peu symbole de ça. Maintenant, il y a des arrêts, il y a des arrêts d'Unai Simon, il y a des arrêts de Diogo Costa, et faudra aussi un jour se poser quand même la question, vraiment, hein, Diogo Costa, faut le voir dans un gros club, dans ce garçon. C'est plus possible. C'est un sacré gardien, hein. Alors, je découvre pas ça aujourd'hui, hein, les copains. C'est pas d'aujourd'hui. Mais vraiment, c'est un énorme gardien, hein. Vraiment, la partie qu'il fait encore, il laisse les Portugais dans le match, hein. Parce que même au global, surtout même dans la deuxième période, il sort vraiment beaucoup d'actions chaudes. Et vraiment, il va falloir en parler. Mais ce gardien, c'est quand même, sans moquer de respect au FC Porto, hein. Mais pour moi, ça mérite une autre exposition. Ça mérite un club avec plus d'ambition. Ça doit jouer la Ligue des Champions tous les ans. Enfin, voilà, je trouve, hein, c'est un parmi tant d'autres, hein, dans cette sélection. Tous ont globalement une vraie bonne exposition avec leur club. Mais lui, je trouve, et c'est pas la première fois, déjà pendant l'Euro 2024, il avait été très bon. À chaque fois que je le vois avec Porto, alors je vois pas tous les matchs, hein, mais quand je le vois avec Porto, il est très très bon. Vraiment, Diogo Costa, c'est, je sais pas, hein, s'il y a un gros club qui cherche à se renouveler, je sais pas, je pense par exemple au Bayern ou à Manuel Neuer, on l'aime tous très fort, on l'aime tous d'amour, on a beaucoup de respect pour lui et beaucoup d'affection. Mais je vous le dis, hein, les copains, je suis le Bayern, je me penche sérieusement sur Diogo Costa, hein, parce que vraiment, il correspond. En plus, il a plutôt un bon jeu au pied. C'est un gardien moderne, bon sur sa ligne, très très bon sur sa ligne, bon sur les pénaux. Ouais, non, moi, Diogo Costa, ça fait partie des vrais bons gardiens. Voilà, je voulais juste le préciser, et je trouve quand même que c'est un peu une anomalie de le retrouver à Porto depuis plusieurs saisons. Alors, Pépin Le Bref qui nous dit très content pour l'Espagne, et Nina Chitula qui nous dit moi aussi pitié pour le Portugal. Ah ouais, on va forcément avoir un peu de tendresse pour le Portugal, parce que bon, bien sûr, si vous êtes des haters
de Cristiano Ronaldo, bien sûr, vous allez vous réjouir ce soir parce que comment le Portugal et Cristiano sont sortis, mais bon, t'es obligé d'ouvrir le dossier, hein. T'es obligé de parler de Cristiano, hein. Parce que dans cette défaite, pour moi, elle n'est pas imputable à Cristiano. Faut déjà tout de suite le dire, c'est pas lui, il n'a pas d'occasion majeure vraiment qu'il loupe. Il a plusieurs situations, hein. On le voit sur les stats, il a 3 tirs, il encadre 2. C'est pas lui, voilà, qu'on soit très très clair et qu'on dissipe tout malentendu, c'est pas lui le responsable de cette élimination du Portugal. Par contre, on va pas pouvoir mettre sous silence que arrivé la 70e, 75e, alors je dis pas qu'il faisait peine à voir, parce que c'est pas le mot, parce qu'en plus le Portugal avait pas la balle. Donc vraiment le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, c'est quand je parle de Cristiano, c'est que il y a ce côté, on le sait, hormis si tu vas lui redonner un penalty ou alors une offrande de Neto ou de Leao qui venait de rentrer à ce moment-là, on avait tous vu en fait. On avait tous vu que Cristiano, il pouvait plus. C'est pas qu'il pouvait plus. Il pouvait jouer, hein. Il a joué jusqu'au bout. Mais qu'il fallait le sortir. Puis je suis désolé, mais en fait, Gonzalo Ramos, en fait, non, quoi. Non, en fait, le but marqué contre la Croatie, non, ça suffit pas. Enfin, franchement, quand j'ai vu les remplacements à la 71e, je me suis dit, OK, il va le faire rentrer. Quand j'ai vu Dalot et Leao, je me suis dit, non, OK, j'ai pas vu Gonzalo, OK. Et à la 83, quand il fait rentrer Bernardo et Francisco Conceição, je pense que je l'ai bien dit, le Conceição, il y a toujours pas de Gonzalo Ramos. Donc, c'est quoi la réaction, c'est quoi la justification? Parce que forcément, vous le savez comme moi, les copains, les justifications, on les demande toujours quand il y a des éliminations, hein. Vous suivez le foot, je pense, depuis assez longtemps, les uns et les autres, pour savoir que là, ce soir, Roberto, là, il va falloir qu'on ouvre un dossier, hein. Là, il y a un vrai dossier pour toi, hein, Roberto. C'est pas possible, hein. Ça se murmurait depuis quand même un moment, mais là, on peut se le dire que Roberto Martinez, c'est un sélectionneur moyen. Parce que là, maintenant, il y a assez d'éléments mis bout à bout pour arriver à cette conclusion-là, que c'est un sélectionneur moyen. Parce que je me base pas juste sur le mandat là, avec le Portugal, hein. Parce que là, le Portugal, si on s'arrête juste dessus, il y a le bilan, on va dire, factuel avec les résultats. Donc, il y a une Ligue des Nations. Je suis pas sûr que les supporters portugais soient super heureux d'avoir la Ligue des Nations, mais tant mieux. À la limite, en plus, c'est leur deuxième. Donc, ils sont peut-être super contents, mais à mes yeux, en tout cas, ça vaut rien, une Ligue des Nations. Enfin, honnêtement, c'est juste bien pour monter dans le classement FIFA, mais ça, c'est rien d'autre. Il y a une élimination 2024 contre les Bleus, en quart de finale, dans un match où l'équipe du Portugal a quasiment rien montré. On a là ce mondial 2026, où je suis désolé, maintenant on est obligé de se demander si c'est un flop, cette campagne portugaise. On est obligé, les copains. On peut pas faire autrement. Roberto, à la base, j'ai rien contre toi, hein. Franchement, je m'en fous. Mais là, on est obligé. Le Portugal qui s'arrête en 8e de finale et en quart de finale avec les générations que tu avais, il y a des comptes à rendre. Et pour moi, tout simplement, là où peut-être en 2024, il arrive à garder son poste, là, ce soir, OK, tu tombes contre le Portugal, tombe contre l'Espagne. Donc, c'est pas contre un sparring partner. Pas de problème. On peut pas lui tomber dessus en mode, ouais, t'as vu contre qui t'es tombé. Mais par contre, contre un adversaire de ton niveau, que tu as battu pour cette fameuse Ligue des Nations si importante, bah, là, pour le match clutch, parce que on va pas se mentir, hein, les uns et les autres, on va tous être d'accord. Là, je suis un peu en train de faire de l'ironie sur la Ligue des Nations, mais là, ce soir, entre une finale de Ligue des Nations et un 8e de finale de Coupe du Monde, on est d'accord que le plus important, c'est le 8e de finale de Coupe du Monde.
Et là, ce soir, Roberto, t'as jamais été en position d'inquiéter les Espagnols. Alors après, on va en parler des Espagnols. Parce que l'Espagne, match après match, ils sont en train de passer les adversaires, je dis pas super facilement, mais ils sont en train de les passer d'une manière assez maîtrisée, je trouve, pour que ça nous interpelle pas un tout petit peu quand même. Vraiment. Donc c'est peut-être un autre style que les Bleus, c'est peut-être un autre style que l'Argentine, c'est peut-être un autre style que les autres sélections qui sont qualifiées, le Maroc, la Norvège, l'Angleterre. Ok. Par contre, l'Espagne, il va falloir quand même un tout petit peu en parler. Et puis la stat de 0 but encaissé en 5 matchs, là maintenant face au Portugal, qui était quand même une attaque un peu référencée, là je pense que le test, ils l'ont passé. Hein. Le test pour la solidité de la défense, je vous le dis les copains, pour moi ils l'ont passé ce soir. Alors peut-être, hein, quand on regarde, il n'y a que 0,6 de XG pour les Portugais. Donc vous allez dire, ah bah ouais, mais il n'y a pas eu tant que ça. Bah ouais, mais bon, s'il y a eu autant et aussi peu de XG, les copains, c'est aussi tout simplement parce que nos amis espagnols, ils ont maîtrisé le match de A à Z en fait. Ils ont maîtrisé de A à Z. Voilà. Donc oui, il y a eu des situations où Unai Simon est sorti. Il a fait d'ailleurs de beaux arrêts. C'est marqué sur les stats. Hein. Il y a deux arrêts pour Unai Simon. Donc pas de problème. Ils n'ont pas été en totale maîtrise pendant 90 minutes avec 95% du temps le ballon. Non, quand même, un adversaire. Et sur ce qu'ils ont montré là sur cette rencontre, pour moi, oui. Là, faut arrêter de mettre les Bleus tout au-dessus. Je peux continuer à dire que les Bleus ont fait la meilleure impression depuis le début de ce mondial. Ça, je veux bien aller dans ce sens-là. Par contre, dans un autre style, l'Espagne, je suis désolé, c'est pas inférieur. Vraiment. Et c'est dans un autre style. Mais c'est vraiment pas inférieur. Donc, cette fameuse demi-finale qui semble se dessiner. Maintenant, attention, hein, il y a des quarts de finale à jouer. Faut pas non plus mettre, comme on dit, charrue au pied. Mais non, faut pas trop tout de suite tirer d'enseignements et de plans sur la on va dire sur la comète. Mais cette demi-finale France-Espagne qui se rapproche de plus en plus, je vous le dis les copains, c'est une finale avant l'heure. Hein. C'est une finale avant l'heure. Alors on pouvait se dire ce soir aussi que c'était une finale avant l'heure, mais il y avait des incertitudes sur le Portugal. Force est de constater, et on l'avait dit tout à l'heure en preview, il y a des incertitudes dans ce Portugal. On n'a pas de marge, on n'a pas de certitude véritable. Donc attention de voir, mais sur le papier, oui, ça ressemblait à une fameuse finale. Maintenant, je vois juste que dans deux styles différents, oui, France et Espagne, pour moi, c'est les deux sélections qui se détachent de la concurrence. Alors bien sûr, hein, je vous ai dit, hein, Maroc c'est bon, la Norvège c'est bon, l'Angleterre ça a signé son match référence. L'Argentine, il y a un gros point d'interrogation parce que on a tous vu le match contre le Cap-Vert et j'en reste juste sur ce qu'on a vu sur le terrain. Je parle même pas de leur terrain qui est complètement à blâmer, mais là je parle juste du terrain. Sur ce qu'on a vu du terrain, l'Argentine c'est pas réjouissant. Hein. Et on a trop peu de références sur leur premier tour pour pouvoir se dire ah oui l'Argentine ça va aller loin cette année. Non, pour moi on n'a aucune certitude pour l'instant sur cette Argentine-là, vraiment. Et puis ajoutez à ça si on prend Messi qui vient à peut-être être blessé ou un peu hors de forme ou bien pris, attention. Vraiment l'Argentine, je les mets en dessous de la France et de l'Espagne pour l'instant. Vraiment, pour moi, c'est au-dessus. Et Elwes El Padrino qui nous dit le chemin de l'Espagne est devenu moins difficile pour la demi-finale. Oui. Ah oui, on va pas se mentir. Hein. Tout à l'heure, le fameux Belgique-États-Unis. Bon, le vainqueur, faudra pas le sous-estimer, pas de problème, ça s'entend. Hein.
Mais l'Espagne sera là pour le coup. Il y a vraiment, pour moi, une marge entre Espagne, soit qui affronte soit les États-Unis ou et la Belgique, à la différence de la France face au Maroc. Ok, je veux bien entendre que le Maroc puisse, que la France puisse être favorite, mais c'est plus disputé. Moi, je le dis, France-Maroc, on va bientôt faire la preview sur la chaîne avec Reda. Pour moi, on est plus sur un 60-40. On est plus sur un 60-40, alors que Espagne face à soit États-Unis ou Belgique, pour moi, on est sur un 70-30, voire peut-être même plus. Voire peut-être même plus. Donc, voilà. Dans mes... ce que ça vaut, ça vaut ce que ça vaut. Mais dans mes prédictions, oui, je vois plus l'Espagne se qualifier donc pour cette demi-finale. Et France-Espagne, comme le dit LOS, c'est 50%, 50-50. C'est 50-50 parce que, bien sûr, vous allez trouver peut-être une meilleure attaque du côté des Bleus. Pas de problème, ils ont marqué plus, ils sont plus impressionnants, ils ont un potentiel offensif plus impressionnant. Maintenant, je la replace, mais 0 but encaissé en 5 matchs de Coupe du Monde, ça commence à être une sacrée stat. Et il n'y a plus cette fameuse excuse de « Ah oui, mais les Espagnols, ils avaient un premier tour qui était quand même assez simple. En 8e, en 16e, ils ont joué l'Autriche. Non, les copains. » Et là, ce soir, ça nous montre encore une chose, c'est que l'Espagne face à un adversaire de poids, de haut niveau, qui est compétitif, qui veut la win, qui veut aller jusqu'au bout. Bah, l'Espagne, elle a pas tremblé, en fait. Je suis désolé, moi, c'est la sensation que j'ai, malgré certaines situations un peu chaudes du Portugal. Moi, j'ai la sensation que l'Espagne, ce soir, elle a pas tremblé. Et que elle s'est qualifiée. Je veux pas dire que c'est mérité, parce que le mérite, de toute façon, dans le foot, on suit tous ça depuis des années. Et je pense qu'on a tous vu que le mérite, c'est une chose, mais ça te donne rien. Ça te donne pas de passe droit, ça te donne que dalle. Donc, voilà, si on devrait donner un mérite, oui, je le donne plus à l'Espagne. Le Portugal a pas démérité, mais a trop peu montré. Et je suis désolé, pendant cette deuxième mi-temps, il y a aussi un truc qui a à souligner. Et je sais pas si tout le monde en parlera, mais pour moi, la sortie de Nuno Mendes, en plus, ça intervient tôt. Ça intervient à la 36. Pour moi, ça, c'est un vrai coup dur. Parce que Semedo, qu'est-ce qu'il a pris comme courant d'air par Yamal. Alors, Yamal, on va en parler aussi, il n'a pas tout réussi. Loin de là. Mais je trouve qu'il y a du mieux quand même sur sa compétition au fur et à mesure. Mais je comprends totalement ce qu'on peut dire avec on en attend plus de Yamal pour une Coupe du Monde avec l'Espagne et pour un match comme ça. Je suis d'accord qu'on attende plus, je valide. Parce que malgré le jeune âge, c'est déjà un top player. En fait. Malgré le jeune âge, et j'ai envie de dire limite reconnu. Donc, et confirmé. Mais bon, on va attendre quand même pour le confirmer. Ça fait que 2 ans qu'il est au plus haut niveau, mais sur les 2 ans, il n'a pas baissé. Là, n'oubliez pas quand même, les copains, c'est pas à prendre à la légère, mais il sort quand même de blessure. Donc, il n'est pas arrivé à 100% dans cette Coupe du Monde. Mais là, pour en revenir à ce fait de match, moi, je vous le dis, la blessure de Nuno Mendes, pour moi, c'est un tournant du match. Et c'est ce qui fait que le Portugal devient de moins en moins entreprenant sur cette deuxième mi-temps. Et puis, il y a un autre gars, copain côté portugais, moi, faut m'expliquer. Parce que, ok, je me rappelle, c'est un bon joueur, pas de souci, mais Joao Cancelo, il a apporté quoi, en fait, sur le côté? Non, mais vraiment, à chaque fois que Dalot rentrait, je le trouvais plus convaincant. Je le trouvais plus convaincant. C'est poussif, C'est poussif, Joao Cancelo. Moi, je l'ai pas vu faire de différence, véritablement, hormis contre l'Ouzbékistan. Donc, est-ce que j'ai besoin de détailler un peu, les gars? Si ton meilleur match, c'est contre l'Ouzbékistan, et que tu as affronté la RDC, la Colombie, la Croatie et l'Espagne, bon, bah, voilà.
moi, je trouve que Joao Cancelo, on n'en a pas assez parlé, mais il y a un vrai différent. Enfin, après, ça peut être l'histoire de plein d'équipes. Hein. Tu peux avoir des déséquilibres avec ton arrière gauche qui est beaucoup mieux que ton arrière droit ou inversement. Mais là, je trouve que ça passe trop sous silence la différence de niveau entre un Nuno Mendes et un Cancelo, et c'est abyssal. Vraiment, c'est abyssal. Cancelo, je ne le vois plus faire de différence. Vraiment. Il sort à l'heure de jeu à chaque fois. Et je vous dis, à chaque fois que je vois rentrer Dalot à sa place, bah, sans être extraordinaire, hein, je ne dis pas que Dalot, c'est la réincarnation de Cafu Prime. Hein. Mais c'est quand même plus solide. C'est plus solide défensivement. Et même offensivement, bah, ouais, il n'a pas la qualité de pied d'un Cancelo. Mais vu que Cancelo ne me semble pas avoir la caisse, et qu'on le voit rarement dans le camp adverse, non, Cancelo, ça ne doit pas passer sous silence. Maintenant, pour en revenir aussi un petit peu sur cette Espagne, parce qu'on parle beaucoup du Portugal, mais c'est logique, hein, ils sont éliminés, donc forcément on en parle. Mais moi, je pose la question, hein, est-ce que l'Espagne, elle a l'équipe pour aller au bout? Et je vous le dis, hein, en regardant cette équipe jouer, si elle n'a pas de blessure, parce que le 11 est important. Le 11 est important. Je ne sais pas si certains joueurs sont remplaçables dans l'état actuel. Hein. Par exemple, clairement, on a vu que Yamal, bon bah, vu le niveau du joueur et le talent du joueur, oui, c'est compliqué, ça va être compliqué de le remplacer. T'as un Nico Williams qui voilà, qui joue pas quoi, qui joue toujours pas. T'as d'autres solutions. Hein. Si par exemple Yamal n'est pas là, hein, t'as un Jérémy Pino, t'as un Nico Williams comme on a dit, t'as des solutions, mais c'est vrai que c'est pas dingo. Au milieu de terrain, bon, j'ai envie de vous dire que s'il en manque un, bien sûr, ça va être compliqué. Mais t'as encore des Gavi, t'as encore des Zubimendi, t'as encore des Marcos Llorente. T'as encore des joueurs encore qui peuvent prendre c'est moins fort que le 11, hein, bien sûr. Mais ça reste fort. Les latéraux, on vient de dire, Llorente, si t'as pas Pedro Porro, ça passe. Si t'as Grimaldo à la place de Cucurella, pour moi, ça passe aussi. On oublie en plus, il y a Fabien Ruiz aussi qui peut jouer au milieu. Donc il y a pas mal de joueurs, c'est remplaçable. Par contre, je pose une question ce soir. Il y en a un qui fait pas du tout un bon match côté espagnol. Ah, il y en a un. Ah, autant on peut s'emballer et on peut à juste titre dire que l'Espagne a réalisé un bon match, que ça a été cohérent, qu'ils ont été plutôt proactifs pendant la rencontre. Il n'y a aucun souci. Par contre, il y en a un, je suis désolé les copains, mais Oyarzabal, non. Ah bah non. Ah bah non, ce soir, non, ça colle pas. Hein. Ça colle pas, mon copain. Là, transparent. Lui qui, normalement, en plus, c'est ça qui est très, très agréable à le voir jouer, qui combine vachement, qui arrive à trouver des zones, des angles de passe importants pour jouer en remise, en une touche et tout ça. Ah là, ce soir, c'est pas bon. Et là, les notes qui sont mises, c'était au début de la rencontre. Donc, c'est les notes qu'il y avait sur la compétition. Là, non, ce soir, pour moi, c'est pas bon du tout. Il est fantomatique. Et pour répondre à ta question, LOS, est-ce que l'homme du match, basiquement, dans ce type de rencontre où c'est très, très difficile d'arriver à trouver un gars qui a fait la différence, est-ce que tout simplement, ce soir, l'homme du match, c'est pas Mikel Merino en rentrant à 10 minutes de la fin et en allant te glisser le but du 1-0. Ça peut paraître simple. Je te l'accorde, ça peut paraître simple de mettre Merino comme homme du match. Mais force est de constater, hein, il t'apporte autre chose. Et je viens de le dire, Oyarzabal, à ce poste-là, je suis désolé, ce soir, il n'était pas bon. Vraiment. Il n'était pas au niveau, je trouve. Et bon, ok, il est resté jusqu'à la fin. Et Merino n'est pas rentré à sa place comme numéro 9. Mais il s'est retrouvé dans une position vachement avancée, Merino. Et je pense que c'est
un signal pour De La Fuente, c'est de se dire que, ok, tu as ton plan A, Oyarzabal, qui participe au jeu, qui est un joueur profondément collectif, qui peut te faire gagner en qualité de jeu véritablement. Mais par contre, s'il est bien pris, ce qui a été le cas ce soir, Ruben Dias et Vega, ils l'ont super bien pris. Je pense que l'option Merino, pas, encore une fois, qui n'est pas un neuf de formation, c'est un milieu de terrain, mais on le sait, Arteta l'a utilisé plus d'une fois comme numéro 9, ça a marché, sacré jeu de tête, et là, ce soir, il tremble pas. Hein. Ce soir, il tremble pas. Il n'est pas si simple que ça, le face-à-face à aller marquer. C'est pas ultra dit que pour un 6 de formation, parce que on le voit sur la photo, il porte le 6. Hein. Donc pour un 6 de formation, arriver à le mettre, celui-là, oui, pour moi, ça doit donner des idées à De La Fuente et de se dire que peut-être, Oyarzabal, quand il est bien pris, Merino, ça peut être une option. Maintenant, factuellement, ce soir, il l'a remplacé il a remplacé Olmo par Merino. Il n'a pas remplacé Oyarzabal par Merino. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce constat-là, notre ami De La Fuente? J'en sais rien. Par contre, oui, ce coaching-là, et ça permet aussi de le remettre aussi un peu en lumière. De La Fuente, on en parle très peu, et je pense qu'on va faire un focus dessus dans les prochains jours. Et vraiment, ce coach-là, on n'en parle pas. C'est complètement dingue ce qu'il fait avec cette équipe. Et me dites pas, ouais, mais parce qu'il a une équipe XXL, c'est trop simple pour lui. Non. Là, on est en train de parler d'un gars qui a instauré un style de jeu, qui a réussi à mettre, on va dire, de la personnalité dans cette équipe, de la technique. L'équipe, elle est plaisante à voir jouer. Bien sûr, peut-être que certains qui sont fans de jeux directs préfèrent peut-être d'autres styles de jeu. Je peux comprendre, mais on n'est pas dans le tiki-taka à outrance. Je trouve que sous Del Bosque, pendant peut-être même la Coupe du Monde 2010, on est sur ce système-là avec un système de jeu ultra de possession ultime. Et oui, ça, je peux comprendre que pour certains, c'est peut-être un peu fatigant. Ok, d'accord, je peux entendre. Là, on n'est pas là-dessus, en fait. On est sur un truc où, oui, la possession de balle, elle est importante, mais parce qu'il y a une philosophie derrière. C'est par la possession de balle qu'on va créer les décalages et puis regarder l'équipe d'Espagne jouer. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont la balle, mais il faut voir ce qu'ils en font, en fait, de la balle. Et il faut voir le mouvement qu'ils mettent, mais perpétuellement dans leurs actions. Vraiment, ils s'arrêtent jamais. Donc, pour moi, oui, cette équipe, bien sûr qu'elle est peut-être moins impressionnante sur le papier que les Bleus. Pas de problème. Moi, je vous dis pas le contraire. Donc, si vous me dites que les Bleus sont plus impressionnants, vous ont plus impressionné depuis le début de la compète, pas de problème. Moi, je peux vous entendre. Ok, c'est possible. Par contre, je le répète, mais ce que nous propose l'Espagne depuis le début de la compétition, les copains, vraiment, c'est du très, très haut niveau ce qu'ils nous proposent. C'est du très, très haut niveau. Et il ne faut pas le sous-estimer avec les adversaires et tout ça, parce que là, ce soir, c'est Portugal. C'est Portugal, c'est battu 1-0, et le Portugal peut s'en vouloir ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de dinguerie, donc, je sais pas, tu me poses la question, mon copain Elwes, de savoir ce que je pense de l'arbitrage. Je sais pas, j'ai pas de truc particulier ce soir sur l'arbitrage. Tu vois une dinguerie particulière, j'ai pas, c'était un truc qui m'est passé, qui m'échappe, mais non, l'arbitrage, il y a très peu de cartons, ouais. Vous en mettre 0, mais si, il y en a eu un en plus. Ah non, ça c'est les stats de la première mi-temps. Oui, c'est de la première mi-temps, c'est pas pareil. Sur l'ensemble, ouais, que je revois sur l'ensemble, ouais, il y a 2 cartons jaunes, 3 cartons jaunes. Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas trouvé de dinguerie. Voilà, pour te répondre, LOS. Par contre, dis-moi si tu as trouvé quelque chose de particulier, mais j'ai pas. Donc non, vraiment cette équipe espagnole, elle est pas à sous-estimer. Hein. Vraiment les copains, on va les revoir. Hein. On va les revoir très très vite déjà pour ce huitième de finale, pour ce quart de finale. Et cette équipe-là, pour moi. Il faudra jouer le match, hein, bien sûr. Hein. Faut pas sous-estimer l'adversaire. On le dit à chaque fois, il faut. Mais elle a pour moi tout pour se retrouver dans le dernier carré. Vraiment. Là, maintenant qu'elle a éliminé le Portugal,
je remonte pour ceux qui n'auraient pas comment, pas l'info. Ça donne États-Unis ou Belgique au prochain tour. Donc, bien sûr, c'est des matchs de foot, bien sûr, on ne sait jamais, mais pareil, quand même difficile d'imaginer l'Espagne qui se prend les pieds dans le tapis belge ou dans le tapis américain. Et même à domicile avec notre ami, non, pas notre ami, avec Donald Trump qui intervient, on sait jamais, hein. On sait jamais. Il peut peut-être faire interdire le tiki-taka pendant le quart de finale, hein. J'en sais rien. Non, mais plus sérieusement, si on s'en tient au terrain, aux impressions données et aux effectifs un petit peu, il n'y a pas de débat. L'Espagne va dans le dernier carré. Et que ça soit le Maroc ou la France, je vous cache pas les copains, Espagne-Maroc ou Espagne-France, je m'en régale d'avance pour cette demi-finale. Donc vraiment, cette Espagne, elle est belle, même si elle est peut-être moins spectaculaire ou moins impressionnante, comme je le dis depuis tout à l'heure, que cette équipe française. Ça reste quand même une sacrée équipe et qui a toujours pas encaissé de but. Toujours pas encaissé de but. Et ça, les copains, je regarde la Coupe du Monde depuis assez longtemps pour vous dire qu'une équipe qui prend pas de but et qui arrive en quart de finale, qui plus est avec un match de plus maintenant, il y a les 16e, je vous jure que c'est pas une petite perf. Donc, s'il faut donner une note à cette rencontre, les gars, moi, je vais être sur un 6. Comme je l'ai dit, on n'est pas sur une purge. Donc, ça mérite plus de la moyenne. On n'est pas sur un match spectaculaire avec du suspense, oui, mais pas un match extraordinaire. Je pense que ça a manqué un peu d'émotion, de but, je pense, sans faire mon footix. Je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais bien aimé un but en début de match pour peut-être un peu piquer l'autre équipe et avoir un peu plus de répondants l'un à l'autre. Là, on a été plus sur un match un peu tactique. Maintenant, voilà, si t'aimes le foot, il y a quand même beaucoup d'enseignements et on vient d'en donner plein. Il y a une dramaturgie en plus, le dernier match de CR. Il y a beaucoup de choses. Roberto Martinez, De La Fuente dont on parle pas, mais qui continue gentiment mais sûrement à écrire une partie de l'histoire du football espagnol. J'ose dire ça parce que après l'Euro 2024, continuer à garder la même philosophie en évoluant un petit peu, franchement, c'est fort de sa part. De voir que le groupe, tout l'effectif suit, franchement, c'est fort. L'Ouest El Padrino qui me dit, tu penses quoi de l'arbitrage de la Coupe du Monde? Ah, de la Coupe du Monde. Écoute, moi, il y a un truc qui me dérange. Ça, vous allez peut-être dire que c'est un simple détail. Ouais, c'est un détail. Mais en fait, à chaque fois qu'on appelle l'arbitre pour la VAR, ça sert à rien en fait. Quasiment 10 fois sur 10, au final, c'est la VAR qui a raison. Donc il n'y a jamais l'arbitre qui déjuge la VAR quand on l'appelle. Ça me dérange un petit peu, parce qu'en gros, on perd du temps. Dans ce cas-là, dis-lui directement, vas-y, c'est bon, on arrête de perdre du temps dans le protocole. Mais en soi, j'avais très peur au début de la compète, parce que quand j'ai vu l'arbitrage de Mexique Afrique du Sud et que j'ai vu 3 cartons rouges et pour des trucs qui étaient quand même limite, ouais, franchement, j'ai commencé un peu à flipper pour l'arbitrage. Et au final, non, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont été mal gérés. Il y en a, hein, parce que de toute façon, dans une compète, c'est pas possible que tu n'en aies pas. Mais même là, vous voyez, là, je suis en train de partager les 8e. Sur les 8e, Maroc-Canada, je vois pas de dinguerie. Brésil-Norvège, allez, peut-être la seule dinguerie, c'est de pas avoir sifflé le penalty directement et d'être passé par la VAR. Mais non, je vois pas de dinguerie particulière. Ce soir, j'en vois pas. Angleterre-Mexique, non plus. On perd un peu de temps avec la VAR, mais j'en vois pas. Allez, à la limite, si vous voulez, pour le Paraguay. Allez, avec le Paraguay, avec l'arbitre ouzbek qui arrive à faire l'exploit de ne donner aucun carton jaune au catcheur paraguayen. Ouais, à la limite, si vous voulez, sur les 8e. Mais sinon, je vois pas d'erreur manifeste.
Après, je dis pas qu'ils sont tout le temps. Mais ouais. Non, l'arbitrage, ça va. Franchement, j'ai pas envie de taper dessus. Il y a sûrement d'autres, pour moi, d'autres trucs à parler. Il y a d'autres polémiques. Vous savez, les copains, on reste sur le terrain, mais voilà, là, dans quelques minutes, on va faire la preview du match Belgique-États-Unis. On va être obligé de parler un peu d'extra sportif avec le truc de Balogun, mais voilà. À ce niveau-là, sur l'arbitrage, je vois pas vraiment de dinguerie pour te répondre. Yes. Yanis Elamari qui nous dit yo, trop dégoûté pour CR7. Ouais. Et Dima Maghreb avec Maroc, oui. Maroc-France, oui. On va voir. J'aime bien ton petit message, Yanis. Portugal était mieux que le Brésil. Oui. En fait, ce qui est un peu dérangeant, je suis d'accord un peu avec toi, Elwes, c'est que le Portugal, tu avais la sensation peut-être que l'Espagne arrivait trop tôt et que dans ce fameux match, affronter tout de suite, pas tout de suite, parce que tu es quand même déjà en 8e, mais tu les affrontes un peu tôt dans la compétition, peut-être qu'il aurait fallu un tour supplémentaire. Mais on l'a dit, Roberto Martinez, il n'arrivait toujours pas à trouver son 11. Après, oui, sur la qualité intrinsèque de l'équipe, oui, il y a plus de qualité quand même dans ce Portugal que dans ce Brésil 2026. Et c'est aussi pour ça qu'on est un peu plus critique pour je vois ton message, Yanis. Tu sais, Yanis, mon copain, j'essaye au maximum d'être en accord avec le timing au moment où vous envoyez vos messages. Donc vraiment, j'essaye, mais il y a des moments, je pars en envolée, et donc il y a peut-être 2 minutes avant que je puisse te répondre. Mais vraiment, je laisse pas les messages de côté. Donc tu as bien vu et tu l'as bien vu après. Mais oui, t'inquiète pas, je réponds toujours. Oui, donc pour te répondre à toi, LOS, le Portugal c'était meilleur que le Brésil 2026 qu'on a vu hier. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on est plus critique vis-à-vis, je pense, du Portugal. C'est que ce soir, à la limite, tu peux pas. C'est pas que Ancelotti, tu pouvais pas lui en vouloir. Tu peux lui en vouloir sur certains choix. On l'a dit, un João Pedro qui n'a pas été pris, peut-être des lectures de match qui sont ok, mais t'es rattrapé aussi par un déficit de qualité dans ton équipe. Je suis désolé, mais on l'a dit, Ryan, Danilo, Douglas Santos, c'est pas des gars qui sont dans l'effectif, c'était des gars qui étaient titulaires. Là, regarde l'effectif ce soir, hormis Cancelo et Cristiano qui joue dans des clubs, ouais, Joao Félix aussi, qui joue en Arabie Saoudite, mais qui pourraient largement jouer en Europe. Tu vois, c'est par choix d'aller palper un peu plus qu'ils sont partis. C'est pas parce qu'ils étaient tricards. Donc, dans l'effectif, pour moi, c'est quand même meilleur. Donc, c'est pour ça, c'était mieux que le Brésil, mais c'est pour ça aussi qu'on est plus sévère avec eux et qu'on a moins d'indulgence. En tout cas, que moi, j'en ai moins que pour le Brésil. Le Brésil, en plus, ils sont tombés sur une Norvège qui était vraiment enthousiasmante et spectaculaire. Vous êtes tombés sur plus fort. Par contre, ça fait mal à dire, hein, surtout quand tu es supporter de la Seleção, de te dire que tu es tombé sur plus fort et qu'on parle de la Norvège. Mais la réalité, c'est que la Norvège 2026, elle est meilleure que le Brésil 2026. Et elle a surtout mieux géré son match. Voilà. Mais le Portugal, on pourra toujours se dire ça, mais ça ne sera pas une excuse. Hein. Mais qu'ils ont affronté très tôt dans la compétition l'Espagne en match à élimination directe. Voilà. C'est ça la seule chose. Mais de l'autre, une Coupe du Monde, ça va être logique ce que je vais vous dire, mais tu dois battre toutes les équipes qui te sont présentées. Donc, Espagne, pas Espagne, je ne vais pas vous paraphraser Makelele qui disait Brésil ou pas Brésil, m'en bat les couilles. Bah, c'est pareil. Là, Portugal, pour le Portugal, que ce soit l'Espagne, le Brésil, la France, ce que tu veux être champion du monde, il faut que tu ailles au bout. Donc, Espagne en quart de finale, en 8e, en ce que tu veux, tu les tapes. Et ce soir, tu les as pas tapés. Donc, c'est la faillite d'une équipe. C'est pas, je l'ai dit dès le départ, c'est pas que Cristiano, c'est pas que Martinez non plus. C'est un ensemble. Mais par contre, je pense qu'on arrive aujourd'hui au clap de fin pas d'une génération, mais de certains joueurs de cette équipe-là. Je pense qu'on arrive au bout. On arrive au bout. Yanis qui nous dit Haaland. Ouais, bah, écoute, tu peux, hein.
pense qu'il a enthousiasmé beaucoup de monde et il va continuer. Et pour ce quart de finale, pour une place en demi, Norvège-Angleterre, franchement, c'est sacrément ouvert. Et bien malin celui qui peut aller dire avec certitude que l'Angleterre va passer. Ou même que la Norvège va passer. Vraiment, c'est un match bien ouvert. Vraiment. Et vu ce que nous ont montré les Anglais hier, j'ai quand même hâte de voir ce petit match. Voilà. West qui nous dit il était très serré ce match. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai mis 6. C'est pas la meilleure note d'un match du tournoi. Je l'ai dit hier, les deux matchs, j'ai mis 8 pour les deux. Vraiment, j'ai été emballé par les deux, par le rythme, par ce que j'ai vu, par les émotions, tout ça. Là, il me manquait ça. Il y avait le côté suspense, mais il y avait, il me manquait l'étincelle. Je l'ai dit dès le départ, il me manquait l'étincelle, un but. Je suis peut-être un footix un peu, mais là, dans ce type de match, ouais, si tu as ce premier but qui vient arriver vite, tu peux vite avoir un match qui sort de l'ordinaire. Là, on était sur un match un peu polissé, ouais, avec encore une fois, hein, le niveau technique était haut, hein. Mais bon. Yanis qui nous dit dégoûté pour le Mexique d'un côté aussi. Oui, bah, le Mexique, je t'encourage, hein, si t'as pas vu. Après, c'était hier, hein, donc t'es pas obligé d'aller forcément voir la vidéo, mais c'est ce qu'on a dit. On était déçus par le Mexique, mais on est déçus par la manière dont ils ont géré leur momentum. Tu peux pas prendre 2 buts en 2 minutes. Tu peux pas te prendre un carton, te prendre un penalty alors que ton adversaire vient d'être à 10 contre 11. Il y a des momentum de match qui sont ratés. Voilà. Et cette équipe, pour moi, elle est trop jeune. Mais t'as raison, ils avaient un rythme enthousiasmant et c'était une belle équipe. Franchement, ils ont fait honneur au Mexique. Mais là, ce soir, voilà, je vous le redis, hein, il y a une question à se poser ce soir, c'est est-ce que l'Espagne a l'équipe pour aller où? Et ça, on va la poser la question en vue de cette peut-être demi-finale qui va arriver. Mais c'est 2 styles, 2 ambiances avec la France. C'est 2 manières différentes de jouer le football, comme on dit. Mais dans 2 styles différents, franchement, et vraiment, hein, mon copain Yanis, c'est pas pour toi, hein. Si c'est le Maroc, je serais super content. Mais le France-Espagne, revanche de la demi-finale de l'Euro, qui se remettent en demi-finale de la Coupe du Monde, ça serait un joli symbole. Mais je l'ai dit aussi, si c'est Maroc-Espagne, ça serait joli aussi. Et puis, bon, si c'est Maroc-États-Unis ou Maroc-Belgique aussi, ce sera sympa aussi. Mais ça sera moins impressionnant. Je pense que tu en conviendras quand même, Yanis. Qui nous dit les Simpsons nuls et prédits. Ouais, ils sont passés à côté. Et Bill de Blasi qui nous dit le Portugal a joué à 10. Alors, je vais prolonger ton propos, Bill de Blasi. Le Portugal a joué à 10 les 20 dernières minutes. Le reste du temps, on peut pas dire que le Portugal a joué à 10. Mais oui, sur la fin de match, il servait plus rien. Et ça, c'est triste. Moi, je suis pas un fan, mais je trouve que c'est triste de le laisser comme ça et de le laisser terminer comme ça, parce que ça va être la dernière image qu'on a. Un peu dommage. Bon, les copains, je vais m'arrêter là. 51 minutes pour ce petit débrief. Je pense qu'on a plus ou moins tout dit. Vous avez été encore super géniaux, à être super réactifs. Donc, merci à tous. Merci à Elwes et Padrinote. Merci à Yanis. Merci à Bill de Blasi. Merci à Nico. Merci à Nina Chitoula. Merci à Amine. Merci à tous les copains. Merci. C'était top d'avoir participé. Yanis qui nous dit bien le maillot de l'Italie, mais prochaine fois les amis, j'ai un petit espoir. Ah, écoute, ce maillot-là, tu sais, c'est un maillot de la loose, hein. C'est un maillot de la loose, je le trouve extraordinairement beau, esthétique et extraordinaire, mais c'est un maillot de la loose, hein. C'est avec ce maillot-là qu'on a perdu la finale de l'Euro 2000. Perdu malement. On va pas en reparler. C'est un mauvais son. Donc, merci à tous d'avoir participé. Bill de Blasi qui dit merci, tu es fantastique. Arrête mon copain. Voilà, je parle juste de foot. Voilà, et ça,
ça me va droit au cœur, mais je fais rien de fantastique. Je viens juste parler de foot avec vous. Donc, au contraire. Et l'Ouest qui redit encore like, les gars. Franchement, vous êtes géniaux. Merci les copains. Le live dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Dispo aussi un podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, comme l'ont dit les copains. Abonnez-vous, on a besoin de ça pour grandir. Et puis, on revient tout à l'heure dans allez, il est quoi? Il est minuit 50. On va revenir dans une vingtaine de minutes pour préparer ce dernier huitième de finale de la journée entre les États-Unis et la Belgique. Et on va se demander qui va passer entre les deux. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir participé et d'avoir suivi. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains ont ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il a sauté. Mais je fais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, ce soir, les copains, il n'y a pas eu de suspense. À cette nuit, là, il n'y a pas eu de suspense. Les gars, on a clairement eu un match où il n'y a pas eu de suspense. Bon, c'était sympa, hein. C'était quand même sympa de se le regarder. C'était quand même sympa de pouvoir se faire un huitième de finale à 2h du mat, c'est toujours sympa. Mais on va pas se mentir, ce soir, il n'y a pas eu d'intérêt, en fait. Le match, il a été super vite plié. Et l'espèce de bataille tactique, enfin, pas forcément bataille tactique, mais l'espèce de bataille qu'on pouvait espérer, bon, ça a fait flop. Ça a fait flop, les copains. Ça nous a donné, voilà, je pense que vous l'avez vu. Vous avez vu le score, vous avez dû regarder le match. Si vous êtes là, je pense que vous avez dû regarder le match. Et voilà, il n'y a pas eu de débat ce soir. 4-1. La Belgique ouvre rapidement le score. Bon, après on va revenir sur le match, hein. Mais ouais, pour moi, il n'y a pas eu véritablement match entre les deux équipes. Et limite, le score, je dis pas qu'il aurait pu être vraiment encore plus énorme, mais il reflète. Pour moi, il reflète l'écart de niveau entre les deux équipes. Là, franchement, c'était criant. Donc voilà. Voilà, juste pour commencer un peu,
pour se mettre dans l'ambiance de ce débrief. Ouais, le suspense n'était pas là. Voilà, le suspense n'était pas là. Bon, par contre, je vois qu'il y a du monde sur le live, donc allez-y les copains, on commente, vous likez, vous commentez, vous partagez, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa, c'est toujours plus agréable. Maintenant, c'est comme je dis d'habitude, vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, commenter, partager aussi et vous abonner. C'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer ces débats jusqu'à pas d'heure. Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, tout le temps. Voilà, donc allez-y les copains, on a besoin de votre soutien. Donc, je suis en train de me rendre compte qu'il y avait un mauvais visuel. Et ouais, c'est pas on voit qui passait en fait. Parce que là, en fait... ça y est, on a vu qui est passé. Malheureusement, j'ai pas le bon visuel. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez faire avec les copains. Je pense que vous arriverez à vous en remettre. Mais là, le débat, c'est pas qui va passer. On voit qui passer. C'est plutôt la Belgique. Je vous remets le petit. J'ai même pas la miniature. Bon, on va refaire dans l'ordre. On va refaire avec les compos comme d'habitude. On va commencer avec les compos. Voilà. Donc les compos, les copains, ça nous donne début de match ce qu'on avait prévu. Hein. Donc une défense new look, enfin, pas new look, mais on l'avait plus eu cette défense là depuis le début de la compétition. Ngoy, Mekele, De Kuiper et Castagne sur les côtés. Je l'ai dit en preview, hein. Le match en soi, c'était pas déconnant de retrouver ça. C'est juste que Ngoy, bon, depuis son carton rouge, je pensais que c'était fini en fait. Je pensais que c'était fini. On n'allait plus l'avoir. Et en fait, si, en fait, on l'a eu notre ami Ngoy et qui a pas été mauvais, hein. Qui a pas été mauvais du tout ce soir, je tiens à dire. Alors oui, on pourra toujours se dire que sa compétition à lui, elle est vraiment particulière parce que mine de rien, il a été expulsé au deuxième match et puis par la suite, il disparaît et puis il revient pour le 8e de finale. Bon, c'est vrai que c'est quand même pas commun. C'est vrai que faut être très honnête, c'est pas commun. Maintenant, bon, on va faire 10 ans sur Ngoy, mais il était présent ce soir. Et au final, je trouve que ça a été plutôt pas mal. Bon, après, au milieu de terrain, je l'avais dit, la grosse info, c'était de pas retrouver Kevin De Bruyne. Donc là, pour le coup, mine de rien, c'est pas qu'on s'y attendait pas, hein. C'est pas qu'on s'y attendait pas. Moi, je l'appelais depuis le départ à ce que Kevin De Bruyne ne soit pas là. Mais je pensais pas, sincèrement, je pensais pas que Rudy Garcia, il allait avoir le cran de le faire. Et là, pour le coup, il l'a fait. Et je pense que oui, ça lui a donné raison. Mais c'était aussi ce qu'on appelait de nos voeux depuis le départ, en fait. C'est-à-dire que Rudy, on aime tous Kevin, mais il est plus en capacité de pouvoir tenir le jeu. Et là, Tielemans, un cran plus haut, avec au départ Onana et Raskin. Je sais jamais si on dit Raskin ou Raskin. Je l'appelle Raskin, mais dites-moi dans le chat si on dit Raskin. Ça me paraissait en tout cas plus équilibré de voir Tielemans plus haut. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé, surtout face à une équipe un peu travailleuse comme celle des États-Unis, qui va te mettre de l'intensité, qui va te mettre du physique, qui va essayer de t'emballer le match. Tielemans plus haut, accompagné d'Onana et Raskin, franchement, pour moi, c'était très complémentaire. Sur le papier, hein. Je parle juste là au moment de la commande. Au moment du match, de la compo donnée. Ouais, pour moi, ça me paraissait pas mal. Maintenant, il fallait voir ce que ça donnait. Parce que sur les côtés, il y avait Luke Bacchio qui arrivait. Donc, on l'avait vu rentrer à plusieurs reprises depuis le début de la compète, mais il n'avait jamais été titulaire, si je ne me trompe pas. Et là, on le voyait enfin titulaire.
à la place d'Andoku, qui, hormis, je crois, le deuxième match, démarre quasiment tout le temps titulaire. Trossard à gauche et De Ketelaere en pointe. Et alors là, il y a des fois, il faut faire son mea culpa. J'ai écrépi notre ami De Ketelaere avant le match en disant que j'étais pas convaincu. J'étais pas convaincu par ses prestations depuis le départ aligné en pointe. J'ai trouvé qu'on n'arrivait pas à voir véritablement son positionnement et ce qu'il faisait sur le terrain. J'étais déçu. Très clairement, j'étais déçu. Bon, bah là, il a enlevé les déceptions. Là, je suis très honnête, au-delà des buts, hein, parce que les buts, déjà, ça signifie que vraiment, il était bien, pour le coup, dans son rôle. Ah, pardon. Il était bien dans son rôle d'attaquant de pointe. Alors, bien sûr, c'est pas un attaquant de pointe à la Romelu Lukaku. Bien sûr, ça sera jamais ce type de neuf. Par contre, oui, il t'apporte quelque chose. Et là, quand il est connecté à l'équipe et qu'il est, il n'est pas livré en pointe un peu tout seul pour essayer de garder les ballons et qu'il est accompagné, bah oui, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. On le connaît maintenant. Hein. Ça fait plusieurs saisons qu'il est en Serie A. D'abord passé à Milan, mais puis à l'Atalanta. On le connaît. On sait la qualité. C'est juste qu'on n'arrivait pas à trouver. En tout cas, moi, je trouvais depuis le début de la Coupe du Monde que ce poste était adapté avec les joueurs à côté, avec De Bruyne à côté, plus Trossard et Doku sur les côtés. Franchement, j'étais pas convaincu. Voilà, j'étais pas convaincu. Et là, j'avoue, déjà, il te marque le but à la 9e minute. Et c'est con, hein, parce que on pourrait se dire que c'est qu'un but. Mais mine de rien, il te donne un gros bol d'air, ce but. Il te donne un gros bol d'air quand t'es belge, parce que tu te mets pas directement dans les pas des derniers matchs belges où l'efficacité était pas là, où on retrouvait pas, on va dire, un semblant de jeu collectif cohérent. C'était que par à-coup, que par séquence, mais pas vraiment de continuité. Là, on a vu dès le départ, vraiment dès le départ, que les Belges, ils étaient dedans. Alors, est-ce que c'était les Belges qui étaient dedans? Est-ce que c'est les Américains qui, pour le coup, dans leur préparation, sont passés à côté? Je sais pas. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le début de match, il est clairement à l'avantage des Belges. Il est clairement à l'avantage des Belges. Et il y a qu'à regarder les stats un petit peu pour voir. Regardez le momentum, regardez les stats en elles-mêmes, c'est largement au-dessus. C'est largement au-dessus. Il y a pas de débat. Et je vous dis, les buts arrivent très vite. À la 9e, il y a le but de De Ketelaere. Et derrière, je vous dis, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. C'est pas bon, en fait. Vraiment, hein. C'est ultra pauvre. C'est ultra pauvre. J'ai été ultra déçu par les États-Unis. Vraiment, ils font une première mi-temps, mais qui est atroce. Vraiment, la première mi-temps, elle est atroce. Alors, ils vont égaliser. C'est ouf, d'ailleurs, cette égalisation chanceuse. On va pas se mentir, hein, elle est sacrément chanceuse, l'égalisation. Bon, elle mérite quand même d'exister, hein. Mais sacrément chanceuse, je trouve. Mais ils se sont pas démontés, les Belges. Ils se sont pas démontés véritablement. C'est-à-dire que là où on aurait pu se dire, ah bon, bah voilà, les Belges qui avaient bien entamé le match, qui concédaient rien, ils se prennent l'égalisation, et puis juste avant, ah ouais, j'ai oublié, parce que ça, c'est un gros truc. Quand je vous ai partagé la compo, on l'a dit, Onana accompagné de Raskin et de Tielemans. Sur le début de match, ce milieu-là, il marche sur les Américains. Mais vraiment, c'est pas une blague, il marche sur les Américains. Vraiment, il leur marche dessus, il récupère tous les ballons, très très haut, ils sont dangereux, Onana, il se projette en plus.
Et les gars, ça va être là qu'est le seul point noir de la soirée pour la Belgique, parce qu'on l'a dit déjà, ils sont qualifiés 4-1, ils ont fait un match plein. Il y a plein de, je vais pas aller dire de certitudes, mais de choses positives qui découlent ce soir de leur de leur huitième de finale. Mais par contre, la blessure d'Onana à la 20e, ça pour moi c'est quand même un gros coup dur. Hein. C'est 21e, c'est Van Aken qui va le remplacer, qui va d'ailleurs avoir du mal à rentrer parce que ça va être lui qui va concéder le coup franc qui va amener l'égalisation. Et pas ouf. Alors, Baba, on a Baba qui est sur le chat qui nous dit bonsoir mon copain, salut mon copain, heureux de la belle victoire belge, un peu amer, mais on n'aurait certainement pas fait mieux. Écoute, je sais pas si vous auriez fait mieux, mais par contre, je pense qu'il peut y avoir des regrets pour le Sénégal encore ce soir. Parce qu'en voyant cette équipe des USA, il y avait moyen largement de passer, mon copain. Raskin, belle surprise, un vrai guerrier. Ouais, parce que là, j'étais en train de parler plus, évidemment, du remplacement d'Onana, parce que c'est quand même un temps fort, malheureusement pour les Belges, de se retrouver avec comment Onana en moins. Mais voilà, c'est un vrai point noir, parce que il était, je dis pas qu'il était en mode il y a Touré ou Patrick Vieira, mais il rayonnait sur le terrain. Vraiment, il leur faisait vraiment très très mal. Et les trois, hein, que ce soit Tillman, que ce soit McKennie ou que ce soit Adams, vraiment, l'alliance de Tillmans, un cran plus haut, de Raskin et Onana, ouais. Et je suis d'accord avec toi, Baba, très bon match de Raskin, qui mérite peut-être un peu plus d'exposition. On en parle très peu de ce joueur. Et il est vraiment intéressant. Et c'est pas le premier match. Hein. Après, c'est pas qu'il détonnait, c'est que il sortait pas. Il sortait pas de la masse sur les matchs précédents. Par contre, oui, là sur ce soir, il fait partie, peut-être pas des hommes du match, mais bon, il y a quand même une passe D hein, quand même hein, pour le garçon. Maintenant, c'est vrai, il a une carrière un peu particulière, resté au Standard et puis partir aux Rangers. Donc c'est vrai que Raskin, c'est pas commun quoi. C'est pas commun, c'est pas la trajectoire de tous les Belges qu'on a pu avoir ces dernières années. Mais très bon joueur. Je te l'accorde, je suis d'accord avec toi. TRD Best qui nous dit Common Belgium. Bah ouais, Common Belgium. Hein. Là, ce soir, tu peux te lâcher hein, parce que ce soir c'est une vraie victoire maîtrisée. Hein. On n'en avait pas eu de la part des Belges depuis le début de la compétition. Bon bah là on a été servi. Hein. Allez copains, 4-1 chez le pays organisateur en ayant mais vraiment dominé de la tête et des épaules. Et le but encaissé, honnêtement, c'est un coup franc. Alors ok, Tillman, ce sera son deuxième coup franc, mais pour moi, c'est limite même pas un coup franc. Enfin, la balle, elle est déviée par deux gars. Bon, après, ça compte, hein. Mais vraiment, oui, là, ce soir, les Belges, ils ont leur match référence. Ils ont leur match référence. Donc, tant mieux que ça arrive maintenant parce que on va pas se mentir, hein, les copains. Ce qui arrive, ça va pas être facile. Hein. Ça va franchement être du costaud. Hein. Je pense que vous êtes au courant. Attendez, où est-ce que j'ai ça? Ouais, je crois que ça doit être là. Voilà. On a posé la question tout à l'heure, mais est-ce que cette Belgique, elle peut faire quelque chose face à la Roja? Parce que c'est bien. Hein. Là, pour le coup, vraiment, et là, je suis pas du tout ironique quand je dis ça, c'est très, très bien que la Belgique ait trouvé son match référence avant de jouer l'Espagne. Donc, peut-être que ça peut rééquilibrer les choses. Peut-être que ce fameux match contre le Sénégal a été un déclic définitif pour eux, en prenant conscience que ils sont passés très, très proches de la correctionnelle, qui sont passés très, très proches de la fin de la fin de compétition. Donc, peut-être que là, il y a eu cette espèce d'électrochoc
pour le groupe, pour le joueur, je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est positif d'avoir ce match-là de la Belgique avant l'Espagne. Attention juste à pas être en décompression. Et que, je le dis très souvent depuis le début de cette compétition, que les équipes qui valident leur objectif, parce que là, on va être très clair, hein, la Belgique, elle a validé son objectif de la compétition. Allez pas me sortir que la Belgique, l'objectif officiel, c'était le dernier carré ou de la gagner. Hein. Franchement, avec l'équipe qu'elle a, se retrouver parmi les 8 meilleures équipes sur le plateau mondial, je pense que cette Belgique, elle pouvait pas espérer mieux, en tout cas au niveau des objectifs en début de compétition. Je parle vraiment en début de compétition. Quart de finale, ça veut dire, si je suis le président de la fédération, je pose quart de finale à Rudy Garcia et je lui dis, à partir des quarts, c'est réussi. Maintenant, il y a un espèce de match bonus, puisque ce stade des quarts de finale est atteint. Maintenant, comment tu abordes et comment tu appréhendes ce match bonus? Est-ce que tu y vas à la fleur au fusil, mais c'est-à-dire avec le côté, bon, bah, on a déjà réussi notre pari. Bon, maintenant, l'important est déjà fait, donc prenons du plaisir. Ça, pour moi, c'est la pire des choses. C'est la pire des tactiques à avoir, parce que face à cette équipe espagnole qui est rodée, qui maîtrise tout et qui, pour l'instant, marche, enfin, passe sur ses adversaires. Je ne vais pas dire marche, mais passe sur ses adversaires sans être véritablement inquiété. Si tu n'y vas pas, le couteau entre les dents, les Espagnols, tu les sors pas. Honnêtement, je vois pas un monde où les Espagnols, tu peux arriver à les sortir comme ça. Maintenant, cette victoire-là, faut vraiment pas la minimiser parce que, ok, c'est les États-Unis, on aura toujours le cliché, ah mais ouais, mais les États-Unis, c'est pas un grand pays de football, ils ont pas l'habitude. Ok, on sait tout ça, on sait. Par contre, fallait quand même aller s'imposer là-bas. Fallait aller s'imposer là-bas. Avec la manière, avec la comment dire, la manière, parce que pour moi, il y a la manière ce soir. Ce soir, c'est pas juste la Belgique a remporté le match. Hein. Ce soir, c'est vraiment la Belgique a dominé sa rencontre, est bien rentré dans la partie, n'a pas tremblé quand il y a eu un espèce de momentum et qui était plus pour qui commençait peut-être un peu à s'inverser. Pour moi, vraiment, la Belgique est au-dessus. Fred Rezo qui nous dit qui a gagné. Bah, écoute, la Belgique, mon copain. Et puis alors, bien gagné. Hein. Tu vois, je vais te partager le score, tu vois, pour que tu l'aies bien. Si on peut te rendre service, mon copain. 4-1. Ce soir, ça s'est régalé. Hein. TDRD Best qui nous dit merci à Donald pour cette motivation inattendue. Oh, mais nous, on va s'arrêter là. Enfin, on verra. On mérite pas de passer devant le Sénégal déjà, mais bon. L'important ce soir, c'est qu'on a montré que la corruption et l'injustice, c'est le terrain qui décide. Ouais. Écoute, j'ai partagé un petit peu cet avis-là tout à l'heure en avant-match. TRD Best, pour moi, c'est hallucinant d'avoir eu ce qu'on a vu, donc Balogun titulaire. Voilà. Et j'ai rien contre Follarine, hein. Un gentil garçon, pas de problème pour lui, mais vraiment, c'est hallucinant. Donc oui, c'est un beau symbole, et puis bon, on va pas forcément dire qu'on attend sa réponse, mais on va se régaler un peu de la réponse de Donald Trump là, qui va encore nous sortir. Bref. Partons pas sur lui, sinon on va se faire du mal. Baba qui nous dit après, prenez-moi pour info, l'Espagne, je reste sur ma faim. Bah écoute, on en a parlé tout à l'heure, Baba. L'Espagne, je peux comprendre que tu restes sur ta faim, mais moi je dirais plus sur le match. Sur le match en lui-même. Par contre, sur la prestation espagnole, t'es dur à rester sur ta faim, parce que franchement, les Espagnols, ils sont quasiment pas mis en danger. C'est eux qui essayent, c'est eux qui sont proactifs, c'est eux qui ont la maîtrise du ballon. C'est eux qui maîtrisent les éléments. C'est peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup moins spectaculaire ou peut-être impressionnant
que par exemple l'équipe de France, qui depuis le début donne un sentiment un peu de puissance et de puissance offensive même, là où les Espagnols, c'est un peu plus réduit. Par contre, la maîtrise d'espagnol, franchement, ça va être costaud. Donc après, ça va nous donner un bon match. Je préfère largement, je vous le dis très honnêtement, hein, je suis pas belge, je suis pas espagnol, mais je préfère largement voir ce Belgique-Espagne après le match de ce soir qu'après le match du Sénégal. Hein. Parce que là, autant sur le match contre le Sénégal, pour moi, c'est même plus un trou de souris par lequel la Belgique est passée. Autant là, ce soir, je vous l'ai dit, c'est maîtrisé. Et c'est maîtrisé face à un adversaire qui n'est pas inférieur à ce qu'ils ont pu rencontrer, par exemple, en phase de poule. Hein. C'est pas inférieur à l'Égypte, c'est pas inférieur à l'Iran, c'est pas inférieur à la Nouvelle-Zélande. Donc on n'est pas du tout sur c'est-à-dire un adversaire qui était sparring partner hein, ce soir. Hein. Donc ok, c'est les États-Unis, oui, je le dis à chaque fois, c'est pas un grand pays de foot et ceci et cela. D'accord, n'empêche que dans l'équipe, il n'y a pas que des joueurs du championnat local qui jouent au FC Charlotte. Hein. Donc il y a des raisons peut-être un peu de rééquilibrer un peu les choses face à l'Espagne. Par contre, on va pas se mentir 2 secondes, hein, les copains. En tout cas, je ne monterai pas dans le train de vous vendre le suspense dans ce match-là. Pour moi, l'Espagne est au-dessus. Pour moi, l'Espagne est au-dessus. Maintenant, c'est comme pour tout, il y a un match à faire. Faudra voir ce que les équipes sont en capacité de nous proposer. Mais sur le papier, c'est pas parce qu'ils ont gagné 4 ans ce soir que je vais voir les Belges passer. Maintenant, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un gars qui ce soir est homme du match et c'est pas à minimiser. Il faisait pas une grande Coupe du Monde. Là, peut-être qu'enfin il a lancé sa Coupe du Monde. Peut-être que Rudy Garcia a aussi trouvé son 11. Alors bien sûr, dans le 11, il y aura plus Onana. Donc ça c'est un paramètre à prendre en compte. Mais comment dire? La formule avec Van Aken a été plutôt positive. Maintenant, je cache pas, Van Aken contre l'Espagne, j'ai un peu de réticence. J'ai un petit peu de réticence sur le garçon. Maintenant, peut-être qu'il peut me faire mentir. Hein. Mais c'est vrai que si on avait pu avoir Onana avec Raskin et avec Tielemans dans ce milieu de terrain, j'aurais eu un peu plus d'espoir pour les Belges. Maintenant, je l'ai dit, hein, les Belges, c'était ce que nous disait TRD Best tout à l'heure. Hein. Nous, on va s'arrêter là. C'est déjà bien. On ne devait pas forcément passer plus loin. L'objectif initial, c'était l'écart. Bon, bah, c'est réussi. Hein. Sur ça, c'est réussi. Maintenant, c'est l'histoire du sport. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux surperformer? Donc là, tu as la meilleure occasion. Parce que l'Espagne, je vous le dis, les copains, c'est le meilleur moyen pour prouver que tu as surperformé. Hein. Parce que on est très clair, hein. Les Espagnols, au moment où on parle, avec les Français dans un autre, je l'ai dit, dans un autre registre, c'est la référence en ce moment mondialement. Hein. D'une équipe qui a un vrai style de jeu, d'une équipe qui est capable de... Attendez, je bois un coup 2 secondes. Pardon. Ça reste une équipe qui a un style, qui a une empreinte sur les rencontres, une maîtrise, des joueurs qui sont extraordinaires à plein de postes. Donc voilà, bien sûr que ça va être dur, bien sûr que ça va être difficile pour cette équipe belge et qu'elle va pas partir favorite. Maintenant, surperformer aussi, ça peut être possible pour cette équipe parce qu'il y a du talent. Il y a du talent côté Belgique. Il y a du talent. Maintenant, je l'ai dit, la question de la gestion du ballon, la question du milieu de terrain aligné, enfin, il y a plein d'inconnus. Et on aura le temps largement de se poser la question dans les prochains jours. On fera une jolie preview avec les copains pour
pour voir un peu qui on voit passer dans ce quart de finale. Et là, ce soir, faut déjà en profiter. TRDBS qui nous dit, je vais être honnête 30 secondes, vu ce que je pense de la FIFA et de tout ce qui est fait pour que la finale soit France-Argentine, la revanche de 2022. Tombe pas dedans, mon copain. Je comprends, hein. Après l'épisode Balogun, je peux comprendre en tant que Belge et que tu te dises, bon, de toute façon, il y a un peu un truc qui est écrit depuis le départ. C'est peut-être le cas, hein. C'est peut-être le cas. Je te dis pas que c'est pas vrai. Maintenant, essaie de regarder les matchs. Pour l'instant, la France, sa place, elle la doit pas à l'arbitrage, elle la doit pas à quelque chose. Et l'Argentine, même si ça a été extrêmement poussif contre le Cap-Vert, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Autant je suis le premier à être super critique sur ce qu'a proposé l'Argentine contre le Cap-Vert, et je parle même pas de ce qui s'est passé dans les gradins, mais factuellement, il n'y a pas de vol. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Attention, on aura les yeux dessus. Mais c'est comme dire qu'en 2022, en fait, l'Argentine a été favorisée pour aller en finale et être championne du monde. Je rentre pas dedans. Moi, perso, je rentre pas dedans. Les matchs, je les ai vus. Les momentum de match, je les ai vus. Et arrêtez de me sortir que Messi a eu des pénaltys sortis de nulle part, qui lui ont été inventés. Il n'y a rien d'inventé. Vraiment. Mais bon, après, moi, c'est ma position. Mais restons sur le terrain. J'entends encore une fois, je te renvoie pas dans tes 22 TRD Best. Je te dis juste, arrêtons-nous sur le terrain. Et pour l'instant, la France et l'Argentine, dans leur place dans le tableau, elles ne doivent pas à l'arbitrage. Voilà. C'est tout ce que je peux te répondre, en tout cas là-dessus. Maintenant, on verra bien et on sera attentif justement à ce qu'il nous donne. Maintenant, parlons 2 secondes aussi un peu de l'équipe qui a perdu. Parce que c'est pas une simple équipe qui a perdu, c'est pas juste une simple équipe des États-Unis qui a perdu. Les copains, ça reste le pays organisateur. Le pays organisateur qui se prend les pieds dans le tapis en 8e de finale, dans une compétition à 48. Ouais, désolé, pour moi, c'est un flop. Hein. C'est un flop. Hein. Peut-être un peu dur, moi, hein, mais pour moi, une sélection qui a déjà fait quart de finale dans son histoire, on oublie souvent, mais ils ont fait un quart de finale en 2002, dans cette Coupe du Monde de l'Enfer. Ils ont réussi à faire un quart de finale. Donc, est-ce que là, se faire sortir en 8e comme ça par la Belgique, parce que c'est 4-1 hein, finalement. Le résultat, il picote quand même. Hein. Donc, est-ce que c'est pas un flop? Bah, si, pour moi, si. Alors, c'est pas un énorme flop. L'énorme flop, ça aurait été de sortir en 16e contre la Bosnie. Là, pour le coup, ouais. Là, si on me sort que c'est un énorme flop, oui, là, je rentre dans le game. Par contre, là, ce soir, c'est un flop. Pas un mini flop, c'est un flop. Parce qu'on attend plus. Et que ça soit la Belgique comme ce soir ou le Sénégal, ce qui aurait pu être l'adversaire. Désolé, mais les gars, le pays organisateur était en capacité de pouvoir passer une de ces 2 équipes. Donc, à condition de performer, à condition de peut-être même surperformer. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, forcément, notre ami Pochettino, notre copain Pochettino, bah, je sais pas ce qui va lui arriver, hein. Je sais pas si ça va continuer après, mais pour moi, malheureusement, pour lui, hein, c'est un échec. Et pourtant, c'était enthousiasmant, ce qu'on avait vu le premier match contre les catcheurs paraguayens. Franchement, c'était pas mal. Hein. C'est la seule équipe, d'ailleurs, qui a réussi à en coller 4 aux Paraguayens et en leur mettant véritablement une tôle, ce qu'ils méritaient, soit dit en passant. Mais oui. Alors, Baba qui nous dit, bon, on va pas revenir sur le match contre le Portugal, mais l'Espagne, j'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer. Je suis peut-être dur, mais voilà. Bah, ouais, je te trouve un petit peu dur. Parce que tu avais un adversaire en face. Oublie pas ça, mon copain. Tu avais quand même un adversaire en face, et l'adversaire en face, c'était pas les premiers venus. Hein. Le Portugal, et je te dis pas de Cristiano Ronaldo, mais le Portugal de 2026, faut se les coltiner quand même. Hein. Ok, c'est une équipe qui a pas beaucoup de références, c'est complètement ouf de dire ça, mais qui a pas beaucoup de références collectives et tout ça, hein. Mais il faut se les coltiner, hein. Et ils ont réussi à le gagner sans être véritablement mis en danger. Et ça, pour moi, je te jure,
c'est pas à minimiser. Vraiment, pour moi, c'est pas à minimiser. D'arriver à sortir cette équipe du Portugal comme ça, c'est assez fort. Donc, pour en terminer avec notre ami Pochettino, Maurice Lapoche, comme certains l'appellent, Maurice, oui, c'est un flop. C'est un flop. A tourné autour du pot 15 ans, je suis désolé, c'est un flop. Donc, pour moi, je pense que malheureusement, cette équipe des États-Unis, elle pouvait faire plus. Ne serait-ce que ce soir, elle pouvait avoir autre chose comme résultat qu'un 4-1. Parce que, n'oublions pas, le score, c'est ce qui va rester. Hein. Et la prestation des joueurs, à commencer par un Pulisic, j'en avais parlé en avant-match en disant, forcément, ça doit passer par un gros Pulisic ce soir pour un exploit. Pulisic, un match dégueulasse qu'il nous fait. En plus, après, il se blesse. Donc, mais la Coupe du Monde qu'il fait, elle est pas bonne. Hein. Elle est pas bonne. Et c'est l'un des énièmes exemples de t'as pas été bon les 6 derniers mois en club. Il n'y a pas de miracle. Hein. Il n'y a pas de miracle. T'arrives pas à revenir pour forcément la compétition où t'allumes la lumière. Je suis désolé. Sa Coupe du Monde, elle est pas bonne. Alors peut-être qu'il était pas à 100%. Je sais pas. Mais la réalité, c'est que sur les 5 matchs, il les a pas joués les 5. Mais sur ce qu'il a pu jouer, il n'a jamais été décisif et il n'a jamais été impactant véritablement pour son équipe. Alors là, ce soir, il fait la passe qui obtient le coup franc du 1 partout. Putain, s'il faut se réjouir de ça quand t'es Pulisic, ouais. Et lui aussi, sa Coupe du Monde, elle est ratée, c'est un flop. Lui, c'est un vrai flop. Autant pour la sélection américaine, c'est un flop. Voilà, ni plus ni moins, ni gros ni petit, mais un flop. Lui, c'est un gros flop. Parce que forcément, on en attend beaucoup de Pulisic. Et dans cette équipe-là, c'est lui, normalement, le joueur le plus expérimenté. Il a fréquenté Chelsea, il a gagné une Ligue des Champions, il a été à Dortmund, il est à Milan. Enfin, voilà, il a le CV, normalement, du joueur d'expérience. Au final, on a vu le résultat. Donc, non, pour moi, c'est décevant pour les États-Unis. C'est décevant. Il y avait moyen de faire plus. Alors, je vous dis pas que contre l'Espagne, je les aurais vus faire quelque chose. Hein. Mais bon. TRD Blaise qui nous dit, bon, je dois vous laisser, bon débrief à vous et peut-être qu'on se verra en demi, qui sait. Écoute, j'espère pour toi. À bientôt, mon copain. Repose-toi bien, profite bien dors bien avec cette belle victoire. Je pense que tu vas mieux dormir avec ce petit 4-1. Randy09 qui nous dit, tu dis que les joueurs qui sont pas en forme les 6 derniers mois, c'est compliqué. On en parle de la Belgique et de Lukaku qui nous sauve H24 alors qu'il a joué 63 minutes en une saison. T'as raison. Tu vois? Voilà, c'est pour ça. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que j'aime bien faire le débat avec vous, les copains. C'est que t'as raison. Tu sors un exemple qui est très, très juste. Notre ami Lukaku qui a fait 63. C'est quoi? C'est même pas 63, je crois que c'est 54 minutes. Mais peut-être 63. Bref, c'est pas le plus important. Mais t'as raison. Lukaku qui surperforme pas, qui est du tout cette année avec Naples et qui est blessé toute l'année. Je suis d'accord. C'est un contre-exemple parfait. Par contre, allez, c'est pour essayer de retomber un peu sur mes pattes, ce que je disais, c'est que Lukaku, il est intégré dans un système où il va revenir au fur et à mesure et on va pas compter sur lui dès la première minute. Pulisic, tu as bien vu, ce soir c'est titulaire, le CDM de finale c'est titulaire, en phase de poule c'est titulaire et ça doit être lui le fer de lance. Là où la Belgique, en 2026, Lukaku, c'est plus forcément le fer de lance. Il est important, ça reste le 9, tout ça, pas de problème. Mais c'est plus le fer de lance. Là où Pulisic est le joueur phare. Je vais pas te dire, mais je pense que tous les teams USA qu'on a vus aux États-Unis, machin, le joueur qui prenait en exemple, mon copain, je pense que tout simplement c'était Pulisic. Donc on l'attendait avec un autre, il y avait une autre attente autour de lui. Par contre, t'as raison, des joueurs qui surperforment pas, il y en a un dans dans l'autre équipe, mais qui était là sur le terrain et qui a joué, mais alors à un temps, qui a même pas joué 90 minutes. Donc je te rejoins. T'as raison sur ça, mais il y avait la nuance de Pulisic avec l'importance qu'il peut avoir dans l'équipe. Mais t'as raison, Lukaku a que très peu joué. Baba qui nous dit, après Captain America n'était pas à 100%, les Américains m'ont quand même fait une bonne impression jusqu'à ce soir. Ouais, mais Baba, si ça te fait une bonne impression jusqu'à ce soir, ils font
ce qu'on attend d'eux. Terminer premier du groupe avec la Turquie, la Nouvelle-Zélande et le Paraguay, bon, on les attend à peu près là. Sortir la Bosnie au tour d'avant, on les attend là. Là, par contre, contre la Belgique, on est en attente. On est en attente de est-ce qu'ils sont en capacité de le faire? Là, on n'est plus bon, là, normalement, les Américains, ils vont le faire. Là, c'est est-ce qu'ils sont en capacité de pouvoir le faire? Et là, ça se prend les pieds dans le tapis. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un flop de la part des États-Unis. C'est qu'il y a jamais eu dans cette Coupe du Monde la sensation, parce que même si je me suis emballé pour le premier match, mais c'est qu'un premier match, mais il n'y a jamais eu la sensation qu'en fait, attention, là, les Américains, ils vont surperformer. Ils vont nous faire un truc. Ça y est, c'est leur compétition. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Parce que même pendant le 16e de finale, tu peux te dire, OK, ils ont de la résilience contre les Bosniens. Mais à part ça, tu vois bien, c'est pas maîtrisé, c'est pas ultra plaisant. Enfin, voilà, ils remportent le match, hein. Pas de problème, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas extrêmement maîtrisé. Donc, jusqu'à ce soir, oui, c'est plutôt normal. C'est plutôt normal, positif. Mais par contre, là, ce soir, on les attendait au tournant. Et vu que à ce fameux tournant, on les retrouve pas, bah ouais, pour moi, c'est un faux. Voilà, c'est ma lecture de cette rencontre et de cette compétition pour les États-Unis, hein. Après, on aura le temps, comme je le dis pour toutes les équipes qui se font éliminer, on aura le temps de faire des bilans, de se poser un peu, de se dire est-ce que c'était réussi, on aura le temps. À chaud, c'est difficile, mais juste là, on peut quand même se dire à chaud que oui, on est déçu par cette prestation américaine et la manière dont il sort, parce que c'est pas une grande Belgique, c'est pas une Belgique extraordinaire. Voilà, même les supporters depuis tout à l'heure, je vous lis, hein, vous n'êtes pas non plus ultra euphorique sur la qualité de votre équipe. Donc il y avait moyen de faire beaucoup mieux que ce qu'il y a eu ce soir et de se terminer ça par un 4-1. Parce que ça se termine quand même par un 3 buts d'écart et à aucun moment, moi je vous le dis, même à un partout, à aucun moment donné, j'ai cru à un retour des Américains. Vraiment. Vraiment. Même leur but, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur un concours de circonstances. Non. Et puis, il y a une chose à préciser, hein, c'est que ce soir, je suis le premier généralement à le tailler et à le mettre en pièces. Et là, ce soir, soyons très honnêtes, hein, mais Rudy Garcia, il a réussi son coup, le bonhomme, hein. Mon copain Rudy, t'as réussi, hein. Là, le 4-1, il est parfait. Alors attention, parce qu'avec Rudy, c'est possible que derrière, il mange dessus pendant 15 ans et qu'il nous explique qu'en fait, attention, c'était super difficile parce que c'était, ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, le pays organisateur qu'on a sorti, ça, il est capable, hein. Il est capable de nous sortir ça. Mais bon, c'est une réalité. Il a réussi son match. L'approche, je l'ai dit, elle était réussie parce que les Belges, dès le début du match, ils se sont mis dans le camp américain. Ils ont provoqué, ils y ont été. Vraiment, il a réussi son match. Mais, désolé, mais ça reste encore une fois que la Belgique. Désolé, je bois un coup, les gars. Alors, Baba qui nous dit après derrière, on savait pas que contre une autre catégorie d'attaquants, ça ne tiendrait pas. Oui, on savait pas. Bah là, on a une autre réponse. On a une autre réponse, Baba. Randy qui dit moi j'ai une question pour toi. Tu trouves que la Belgique a surperformé sur ce match ou elle a atteint seulement le niveau qu'elle devait montrer depuis le début? Intéressant comme question. C'est chaud, Randy. Moi, j'ai envie de te dire, parce que je suis un peu exigeant quand même avec cette sélection, pour moi, c'est le niveau qu'elle aurait dû montrer depuis le départ. Cette équipe, allez, peut-être qu'elle peut galérer, contre l'Égypte, parce que c'est toujours compliqué, c'était le premier match, il faisait chaud et tout ça.
Et derrière, c'est pas normal que les Belges ils aient autant galéré en phase de poule. C'est pas normal du tout qu'ils aient fait ce type de match-là contre les Sénégalais pendant 85 minutes. Donc oui, c'est peut-être ça. Ils sont peut-être en train de rééquilibrer un peu les choses parce que ils étaient complètement à l'ouest. Enfin, pas complètement à l'ouest, mais ils étaient pas bons, quoi. Ils étaient pas dans leur vraiment lancés dans leur compétition. C'était pas bon. Donc oui, je pense que là, ils ont rééquilibré le niveau et ils sont au niveau auquel on les attend. Et c'est pour ça que face à la Belgique et que face à l'Espagne, ça risque d'être compliqué. Mais avec le mental un peu plus positif, on va dire, et un peu plus réparé, je pense que tu peux limiter la casse et pourquoi pas emmerder l'Espagne dans un match un peu fou. Dans un match où tu tiens, mais le problème c'est que défensivement, même ce soir, je vais pas dire que je suis pas rassuré, parce qu'il y a la Belgique qui a quasiment rien concédé et le but, je l'ai dit, c'est plus un concours de circonstances. Mais j'ai des réticences sur les Belges capables de pouvoir tenir 90 minutes. Les comment dire les momentum. Ouais, voilà, j'ai du mal. Mais pour moi, cette équipe de Belgique, pour terminer de te répondre, Andy, elle doit faire ce qu'elle a fait ce soir. Donc, elle doit jouer avec personnalité. Alors, c'est pas qu'elle était, elle était défensive, mais elle était sacrément maladroite. Là, ce soir, c'est évident, tu te simplifies la donne. De Ketelaere est là. Mais oui, j'ai senti que sur l'approche, c'était quand même mieux. Donc, pour moi, si la Belgique, elle atteint ce niveau-là contre l'Espagne, ça sera normal. Maintenant, qu'est-ce que tu fais contre l'Espagne avec ce niveau-là? Ça, j'en sais rien. Et je vais pas te mentir, j'ai plutôt tendance à te dire que ça suffirait pas. Voilà. Parce que, c'est mon avis, et je suis plutôt hypé parce que je vois des Espagnols. Sans être non plus séduisant de dingue, comme je le dis depuis tout à l'heure. Pour moi, ça reste sacrément costaud et une équipe qui prend aussi peu de buts, c'est même pas qu'il en prend aussi peu, mais c'est qu'il n'en prend pas, bah pour moi, forcément, ça a des chances d'aller long. Voilà. Baba qui nous dit, perso, je ne m'attendais pas à un mondial où ils iraient en demi, voire mieux. Oui, bah voilà, tu vois. On est d'accord. Hein. Les Belges, on s'attendait pas à ça. On s'attendait à un quart et c'était très très bien. On était très contents pour eux. Et c'est pour ça que je pense que dans l'esprit, dans la sélection belge, on avait précisé à notre ami Rudy, tu nous fais un huitième de finale, un quart de finale et c'est génial. Maintenant, il y a un dernier point auquel on n'a pas parlé dans ce petit match. Les copains, c'est Matthew Freeze. Oh là là. Oh là là, les copains. Attendez, il y a des messages, donc je vais relire. Randy qui nous dit, on est sur la même longueur d'onde. Ouais, bah voilà, tu vois. T'as raison, hein. Et ça doit être ce niveau-là qu'ils doivent afficher. Avant ce soir, c'était 100% une défaite face à l'Espagne. Désormais, il y a un doute qui plane. Ça laisse entrevoir une belle rencontre en quart de finale. Je suis d'accord. Ça rééquilibre un petit peu. Ce que je disais au tout début du débat, ça rééquilibre un petit peu. Maintenant, on va pas se mentir, l'Espagne, pour moi, restera favori. Mais ce match-là peut te faire dire, OK, ils ont pris en confiance, ils ont pris en qualité de jeu, ils ont ressorti la panoplie des ressorts mentaux parce que quand les États-Unis égalisent, ils marquent très très vite juste après. Donc ouais, il y a des éléments qui rehaussent un petit peu. Maintenant, voilà, sur MPP, si je dois faire un pari ou ce genre de choses, oui, je dirais plus sur l'Espagne. Mais d'ici là, on n'en sait rien. Il peut y avoir plein de choses, des joueurs qui se blessent, des joueurs qui sont pas là, j'en sais rien. Mais dans l'état actuel des choses, compliqué d'imaginer quand même la Belgique sortir l'Espagne. Mais voilà, on n'est pas sur un 99, 1% en face. Baba qui nous dit, après la Belgique et c'était la défense, c'est assez bon, je trouve pas au niveau des plus grands, mais quand même largement supérieur aux Américains. Bon, non, mais ça, on est d'accord.
Et puis, là où je te rejoins, c'est que c'est dans plein de postes. Hein. C'est pas juste sur un poste ou deux, c'est vraiment sur beaucoup, 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 beaucoup de postes. Ouais, c'est vraiment supérieur. Donc non, ce soir, il n'y a pas de comparaison. Ils étaient au-dessus et on pouvait s'y attendre un petit peu dans le match. Moi, je fais pas le malin. Hein. J'avais prédit un 2 partout. Donc, je pensais que ça allait être beaucoup plus accroché et je pensais que les Belges allaient beaucoup plus galérer à l'image des derniers matchs. Donc, j'ai aucun problème à dire que je me suis trompé. Mais là, ce soir, t'es aussi aidé. Voilà, c'est ce que je vous mets depuis tout à l'heure. T'es aussi aidé par la bourde du gardien. Parce que là, mais qu'est-ce qu'il va nous inventer, le gardien? Oh là 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 là. Alors déjà, quand j'ai vu la prise de balle, je me suis dit, oh là, il était quand même un peu ambitieux, le garçon. Mais après tout, vas-y, pourquoi pas, si tu veux, mon copain. Mais alors là, derrière, de paumer le ballon, de se le faire choper comme ça, mais vraiment, mais en plus, il tape il tape dans la terre, quoi. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, mon copain. Il n'y a rien qui va. Ah non, vraiment compliqué. Et puis en plus, c'est un moment super important du match. Parce que là, en fait, c'est 57e. Et 57e, il y a encore 2-1 à ce moment-là. Il y a encore 2-1. Donc il y a encore un peu d'espoir pour les Américains. Et c'est pas fini. Tu vois, c'est pas le but du 4-1 à la 93e, celui de Lukaku. Hein. Mais oui, très joli petit jeu de mots, Baba. Freeze était aux fraises. Oui, oui. Non, là, franchement, elle était facile. Tu sais quoi? J'ai pas osé la faire. Je me suis dit qu'il allait en avoir un qui allait la sortir. Tu l'as sorti, c'est toi mon copain, ça me fait plaisir. Mais non, là, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Là, franchement, moi, je connaissais que Matt Turner comme gardien aux États-Unis, qui avait commencé la compétition et bon, sans être extraordinaire, ouais, c'était cohérent, quoi, en fait. C'était cohérent. Alors, je dis pas que lui, il aurait pas fait la bourde ou tout ça, j'irai pas jusqu'à là, il était meilleur. Je connais pas assez les gars. Donc, je vais pas, vraiment, je vais pas faire le malin à ce niveau-là. Mais par contre, oh là là, il a plombé son équipe. Le gars a plombé son équipe. C'était, mais, catastrophique. Catastrophique. Pour ceux qui n'ont pas vu, vraiment, je pense que c'est un début de gag du mondial. Hein. C'est vraiment catastrophique. Et oui, alors moi je vais pas dire que c'est le principal responsable, mais il a quand même une bonne place sur la photo de famille des responsables. Hein. Il est quand même bien présent. Je peux pas lui enlever. Hein. Parce que mine de, ah ouais, tu plombes l'équipe, quoi. Randy qui nous dit, franchement, nos commentateurs auraient pu la faire, celle-là. Écoute, si tu as envie d'un repositionnement de carrière, Baba, je pense que tu peux partir en Belgique. Hein. T'as les jeux de mots nécessaires, tu peux y aller. C'est bon, t'as l'assurance. Mais non, ouais, je vais pas le mettre plus responsable que tout ça, parce que c'est pas 1-0 non plus. Et il l'a pas fait 1-0. À ce moment-là, les États-Unis perdaient déjà. Donc, on va pas en rajouter plus. Par contre, putain, ouais, c'est vrai que c'est quand même anormal qu'un gardien te fasse une bourde comme ça en 8e de finale. Normalement, à ce niveau-là, t'as pas de gardien qui fait ça. Parce que là, revoyez l'image. Hein. Mais vraiment, c'est le gars qui est perdu, quoi. Ça, je rigole, c'est pas gentil. Mais vraiment, il est du père, le gardien. Il est vraiment perdu, vraiment. Donc, désolé, gamin. Hein. Alors, en plus, je sais même pas si c'est un gamin. Il a peut-être. Attendez, je vais aller vérifier l'âge. Il a peut-être les 24-25, donc c'est peut-être pas non plus un gamin comme le Arlington qui a loupé son péno avec les Australiens. Matthew Fries. Ah, il a 27 ans, donc non. Il peut déjà être père de famille, hein, le garçon. Bah, écoute, ouais. T'es à New York City, et jusqu'à présent, c'était New York City et Philadelphie. Ouais. Bah, on comprend. On comprend. C'est à choisir vraiment. Je vais pas être méchant, mais je préférais quand même Matt Turner. Matt Turner, ça me paraissait quand même un peu plus joli.
Voilà. Aussi, dernière petite chose, parce que là, on se rapproche de la fin des quarts, des huitièmes de finale. Donc, je vous remontre où est-ce qu'on en est dans le petit tableau. Il nous reste plus que donc 2 huitièmes de finale à connaître, à jouer. Donc, pas États-Unis, Argentine, Égypte et Colombie, Suisse. Ça, c'est pour demain, 18h et 22h, heure française. Et pour le tableau, voilà, on commence à en savoir un peu plus. Il nous reste le dernier quart de finale à savoir. Donc, comme je l'ai dit, dans les 2 matchs de demain, Argentine-Égypte et Suisse-Colombie. Avec ces 4 équipes-là, on aura notre dernier quart de finale. Avec Norvège-Angleterre, avec Espagne-Belgique et avec France-Maroc, c'est pas mal. Par contre, les copains, on peut quand même voir une tendance. Hein. C'est que là, sur les 8 équipes, on en a déjà 6. Et sur ces 6-là, on en a 5 européennes. 5 européennes. Donc, on aura le temps, pareil, de faire les analyses qu'il faut, les déductions qu'il faut et tout ça. N'empêche que, en quart de finale, donc pour l'instant, on a 6 équipes, 6 des 8 équipes, et sur 6 des 8 équipes, on a 5 équipes européennes. Norvège, Angleterre, Espagne, Belgique, France. Une seule africaine, le Maroc, et il nous en reste sur le tout encore une autre européenne, la Suisse, 2 sud-américaines, Argentine et Colombie, et encore une africaine. Donc on peut encore un peu équilibrer ça. Si par exemple on venait à avoir une sud-américaine et une africaine, bah, on pourrait arranger un peu ça. Bon, par contre, je vous cache pas que pour l'africaine, ça risque d'être un peu compliqué pour demain. Mais sait-on jamais. En tout cas, il y a une petite tendance qui se dessine. Je l'ai dit, 6 équipes connues pour les huitièmes de finale, 5 d'entre elles sont européennes. Seul le Maroc, pour l'instant, sort du contingent européen. Donc c'est pas rien. Et puis bon, ce soir, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué, mais toujours 3 gars à 7 buts. On verra demain ce que va nous faire Lionel Messi. Est-ce qu'il va prendre un petit peu d'avance? Mais donc Messi, Mbappé, Haaland et Harry Kane juste derrière. Bon, après, il y a un trou. Vinicius est à 4 et c'est terminé pour lui. Dembélé est à 4, Bellingham est à 4, Quinones est à 4 aussi, mais c'est fini pour lui. Oyarzabal aussi est à 4 et il est encore là. Et Ismail Assar, désolé mon copain Baba, mais il est parti. Donc, ça commence un peu à se dessiner l'histoire du meilleur buteur. Hein. Ça va jouer entre Kane, Haaland, Mbappé et Messi. Voilà. Je suis pas très, je suis physionomiste, hein, mais là pour le coup c'est assez simple d'être physionomiste avec ce type d'infos. Donc vraiment là ce soir belle Belgique qui on le dit va avoir fort à faire face à la Roja. Moi je pense pas forcément qu'elle pourra faire quelque chose, mais c'était le plus important, c'était de passer. C'était de passer ce soir et il le faut. Baba qui nous dit sinon ce cher Freeze il joue où? Parce que là New York FC. Donc autant te dire c'est un peu compréhensible qu'on n'ait jamais eu trace de notre bonhomme en Europe ou même dans les compétitions internationales ou continentales. Non. Et il joue au FC New York, 27 ans et avant il était à Philadelphie. Ça sent pas bon, ça sent pas le CV du champion. Baba qui nous dit Unai Simon a du souci à se faire. Après, Moridio, maintenant Freeze. Ah non, mais c'est pire. Hein. Ah non. Alors ok, je peux comprendre Moridio. C'est peut-être encore un sujet un peu épineux, mon copain, mais vraiment, oui, il a été dégueulasse. Il a été dégueulasse à partir du moment où il y a eu 2 ans. Mais là, Freeze, non, c'est un niveau tueur. Non, là, je te laisserai pas, c'est pire. Vraiment, c'est pire. La Belgique et les cagades des gardiens adverses. Bah écoute, moi, tu sais, je suis un ancien. Moi, je me rappelle surtout des Belges avec les cagades de leurs gardiens. Je t'invite à un moment donné, si tu as l'occasion de regarder un gardien qui s'appelait Philippe Deville, qui était là pendant l'Euro 2000. Pas mal en termes de gardien casquette.
pas mal. Vraiment pas mal. Mais c'est vrai que là, depuis, là, ils sont rétablis. Hein. Là, 2026, entre Moridio plus Freeze. Et c'est pas impossible qu'il y en ait un qui soit et qu'il y ait un but qui soit pour le gardien de la Nouvelle-Zélande. C'est pas impossible. Randy qui nous dit belle Belgique, toi aussi, tu te mets à faire des jeux de mots. Ouais. Écoute, je pense que là, c'est la fin de soirée. Enfin, c'est même plus la fin de soirée, là, c'est le petit matin ici. Je pense qu'on est un peu en roue libre. Donc, on en fait des belles, même sans faire attention. Même sans faire attention, on en sort des belles. Donc, oui, une belle Belgique. Une belle Belgique. On va terminer là-dessus. Je pense que c'est le meilleur moyen de conclure. Donc, vraiment, bravo aux Belges. La team USA, ça a été à ses limites. Mais la Belgique séduisante, c'était largement au-dessus. Et 4-1. Je vous jure que c'est pas cher payé. C'est pas cher payé, même s'il y a le 4e de Lukaku à la fin. D'ailleurs, on l'a pas reprécisé, mais Romelu, il s'en remet encore un en Coupe du Monde. Je sais pas combien il est. Il doit être pas très loin de la dizaine, là, maintenant. Avec ces buts-là. Donc, non, félicitations à eux. C'est eux qui méritent vraiment de passer. Là, pour le coup, il y a zéro débat. C'est mérité, c'est logique. Et on espère que, face à l'Espagne, ils puissent arriver, à faire le match le plus longtemps possible. Et qu'on se retrouve pas avec un but à la 5e minute. Mais, vu cette Belgique, qui est tellement imprévisible et étonnante, on sait pas ce qu'on peut avoir. Donc, on verra bien ce qu'ils vont nous réserver contre l'Espagne. Mais en tout cas, voilà. Je vais pas vous mentir. Ça me hype plus Belgique-Espagne que États-Unis-Espagne. Après, si les États-Unis avaient fait un vrai match, qu'ils avaient sorti la Belgique, j'aurais pu me hyper, mais sur le papier, il y a 2-3 histoires qui peuvent être sympas. Et comme on l'a dit, dans un match improbable. Bon. Par contre, t'as Rudy Garcia sur le banc. Même si ce soir, Rudy, respect à toi. T'as mené à bien ta mission. Je sais pas ce qu'il va dire. Parce que là, on le sait, quand on fait un partout contre ces équipes-là, ils n'arrivent pas à tenir après. Bon, on va arrêter d'être ironique. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc, merci à tous. Merci particulièrement à Baba. Merci mon copain d'être présent. Merci à Randy aussi d'avoir participé. Il nous a ressorti pas mal de bonnes questions et de bonnes analyses. Donc, merci à toi. Merci à TRD Best. Merci à Frey Rezoc. Voilà. Je crois que j'ai oublié personne. Donc, merci à vous, les copains. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez pris le live en cours, commentez, likez, partagez. On répond aux meilleurs commentaires, même après la publication des lives. Le live va être aussi dispo en podcast dans quelques minutes sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes vos plateformes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner non plus aussi sur les podcasts. On est en train de grandir de plus en plus, donc on a besoin de vous. Les copains, on a besoin de votre force. Donc, allez-y. Voilà. Donc, abonnez-vous. Je pense que je peux pas vous le dire plus. Et puis, si par contre vous êtes déjà abonné, c'est bravo à vous. Vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais alors encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.